OK. Alors, donc du coup, Philippe, Marie, Jean-Claude, nous accueillons ce charmant auditoire qui a le courage d'être présent parmi nous pour cette deuxième rencontre de Transitus, la transition, comme voilà. Pourquoi Transitus, transition? Parce que j'adore, quand j'étais gamine, j'adorais parler latin. J'avais le sentiment de parler la langue de Merlin l'Enchanteur. Donc, du coup, c'est pour ça que je mets toujours toutes les thématiques en latin. Ça ne va pas plus loin que ça. Voilà, ne cherchez pas plus compliqué que ça. C'est simplement voilà, un retour dans ma joie d'enfant de pouvoir parler latin. Donc, comme je ne le parle plus, pas couramment, donc du coup, je mets des mots à tout ça. Donc, donc là, alors j'ai 2 heures, je ne sais pas quelle heure vous avez exactement, parce que j'ai 3 heures différentes devant moi. 13h34, 13h31, je ne sais pas. 13h34. 13h34. Bon. Ok, très bien. Donc, on va commencer. Donc, cher auditoire, pareil comme ce matin, vous savez que nous, en présentiel, c'est hyper important de vous serrer tous fort dans les bras. Eh bien, on le fait encore ce coup-ci. Là, on a Jean-Claude, Marie et Philippe qui sont avec nous pour pouvoir vous serrer fort dans les bras et vous accueillir dans cette seconde rencontre. Donc, voilà, on accueille. Merci d'être là. Merci d'être à nos côtés. Et maintenant, je vous invite à fermer vos caméras et couper votre son. Super. Donc, pareil, je vais commencer à faire une présentation succincte sur nos 3 intervenants, sachant que de toute façon, dans ces vidéos, à la fin des vidéos, vous aurez tous leurs liens. Vous aurez voilà, tous les liens pour pouvoir les contacter, pour pouvoir aller voir ce qu'ils font aussi. Et sur notre page Internet, actuellement, vous avez vraiment les fiches de présentation plus en détail de chacun des intervenants. Et pareil avec des liens sur voilà, soit leur site, soit leur chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez tout découvrir encore plus en profondeur, leur parcours, leurs connaissances, voilà, les personnes, les belles personnes qu'ils sont. Donc, ben, honneur aux femmes, je vais commencer par toi, ma chère Marie. Voilà, te présenter. Alors, avant de faire une présentation de vos cursus, j'ai envie de faire aussi une présentation du ressenti que j'ai eu lorsqu'on a fait cette visio de rencontre avec vous trois pour cette thématique. Et du coup, euh, il y a eu une résonance au moment où Marie, tu nous as partagé que tu étais tombée dedans depuis toute petite. Et donc, tomber dans ce langage du corps, dans cette quête de la connaissance du langage du corps. Et ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup résonné, parce que dans ton verbe, j'ai senti la foi des gens passionnés et passionnants. Donc ça, je pense que c'est quand même, voilà, j'avais envie de le partager parce que les personnes ici présentes ne te connaissent pas. Et je trouve que ça fait, voilà, c'est un lien qui est important, un ressenti qui pour moi est très important de mettre en avant te concernant. Donc, donc là, on va arriver dans un cursus professionnel. Donc, tu débutes bah, du coup par une transmission de la médecine énergétique que tes parents pratiquaient. Donc, voilà. Tu as étudié aussi l'histoire de l'art, l'archéologie, l'ethnologie. En 2012, tu découvres l'enseignement de maître taoïste. Et en 2019, tu as cette chance de pouvoir être auprès de lui et de suivre ses enseignements. Donc, ta mission d'aujourd'hui, c'est d'accompagner les personnes en tant que femme médecine, praticienne pardon, en soins cosmiques et massage par percussion. Donc, C'est je ça. fais succinct, d'accord? Si tu veux rajouter quelque chose, Marie, n'hésite pas. S'il y a quelque chose qui te paraît très important à partager, vas-y, tu peux prendre la parole. Je te laisse où ça te va. Non, ça me va, c'est bien, merci. Bon, très bien. Ensuite, je vais donc présenter Jean-Claude. Alors, Jean-Claude, ben, moi, j'aime à penser, cher Jean-Claude, que lorsque tu nous partages ton savoir, tes connaissances, elles sont sans fin, mais tel un conteur qui cache des enseignements des plus subtils. Donc ça, c'est intéressant de se dire, allez, hop, 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 ah, on aimerait bien, là, on sent qu'il nous dévoile des choses, mais qui nous laisse aller aussi en quête de découvrir d'eux. Et, euh, et du coup, et quand tu parles, en tout cas, je vous partage à tous, hein, mes chers auditoires, je partage mes ressentis, il y a une étincelle qui se manifeste dans ton verbe. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas affirmer que ça soit la luminescence, mais lumière il y a. Voilà. J'attends la fin, tu vois, de, cette, de ce week-end pour pouvoir dire, ah bah oui, en effet, c'était la luminescence.
Donc tu as travaillé comme ingénieur en thermodynamique et gestion des systèmes énergétiques dans le passé, pardon. Cependant, ta passion pour l'hermétisme, la gnose et l'alchimie t'a conduit à te présenter en tant qu'alchimiste à ce jour. 40 ans d'études de recherche dans des textes anciens et leur mise en pratique. Tu es celui qui déchiffre les enseignements mystiques de jadis pour les adapter à notre époque, afin de créer une unité, une alchimie. Et j'ai envie de dire celle que l'homme nouveau appelle dans ses tourbillons actuels. Oui. Ça te va, Jean-Claude, tu veux rajouter quelque chose? Je veux juste préciser quelque chose. Je me présente comme alchimiste, non, mais alchimiste en herbe. L'alchimiste étant celui qui a réalisé la pierre philosophale. Et merci pour le clin d'œil hermétique, puisqu'effectivement, l'hermétisme, c'est des choses qu'on pense hermétiques, mais qui ne le sont pas nécessairement. D'où d'où cette allusion que tu as faite sur mes propos. Merci pour ta précision, Jean-Claude. C'est important, hein, n'hésitez pas. Alors Philippe, cher Philippe, alors avant de te présenter, de faire ton cursus qui est de quelques lignes alors qu'il est si grand, moi j'ai envie de te remercier profondément. Déjà parce que Philippe, tu es à nos côtés depuis la première édition. Tu nous as accompagnés depuis cette première vision et je pense que vision, lapsus, visio, et je pense que Karine se joint à moi pour nous dire que le fait que tu nous aies accueillis dans ce qu'on est, dans nos propositions. Donc ça, je tenais vraiment à te remercier. Alors pourquoi tu es là depuis la première édition jusqu'à maintenant? Moi, je suis pas, tu le sais, je suis pas une physicienne, je pourrais pas faire de magnifiques parallèles comme toi pour pouvoir expliquer ta présence parmi nous, mais je veux juste partager des mots qui m'appartiennent et que j'ai pu observer au cours de ces 3 éditions. Donc ces mots sont authenticité, paix, sagesse, savoir, humilité, partage, courage, générosité et écoute. Et avec Karine, on aime à dire que cette Merkaba, l'esprit de la science, c'est le décloisonnement des savoirs. Et moi, je pars d'un principe que s'il y a un phare dans cet événement, Merkaba, l'esprit de la science, eh bien, tu en es un. Tu en es un, en tout cas, pour nous montrer que ça existe, ce décloisonnement de savoir, et que c'est vraiment possible. Donc, je tenais vraiment, voilà, Karine se joint sûrement à moi, pour te remercier de ta Merci. présence depuis les premiers jours. Alors, Philippe, docteur en physique, tu as étudié la biologie, l'anthropologie, la psychologie aérienne. Tu as publié des articles en physique, en biophysique. Tu as créé un DU d'anthropologie, un diplôme aussi avec les peuples premiers. Enfin, il y aurait tellement de choses à dire sur toi, Philippe. Et tu es aussi un conférencier qui participe à maintes rencontres sur une diversité multiple de sujets. Est-ce que tu veux rajouter? Il y a sûrement beaucoup de choses à rajouter, Hum, Philippe. C'est pas bien, j'ai rien à dire. Ça te va? Ouais, très bien. Bon, super. Donc voilà, je tenais, donc, et sachant que si vous voulez les découvrir, je le répète, vous pouvez le trouver sur notre site, sur nos sites internet. Alors tout d'abord, on aime dans chaque rencontre poser cette question, ce qu'on vous a aussi posé au moment où vous vous êtes rencontrés tous les trois. Qu'est-ce qui est pour vous la luminescence? Si vous pouvez définir en quelques mots, enfin, ou en quelques phrases, qu'est-ce qu'est la luminescence pour vous? Honneur aux femmes. Allez, Marie. La luminescence pour moi, ça a été une rencontre dans ma vie. Je me suis préparée à accueillir la luminescence. J'ai été guidée par ce maître Mantak-Chia dont tu parlais tout à l'heure. Et puis cette lumière s'est présentée à moi et j'ai su comment l'accueillir, puisqu'on m'avait initiée. Et la luminescence, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est la santé. Pour moi, c'est la santé. C'est la connexion. C'est de l'information. C'est de l'enseignement. Et c'est un monde expansé en dehors de nos pensées. On va à la rencontre d'informations subtiles, d'une grande bibliothèque grâce à cette luminescence. Et depuis que je l'ai rencontrée, je suis en joie. Mmh. Voilà ce qu'est la luminescence pour moi.
super. Jean-Claude, Philippe? Lui alors luminescence, dans les réflexions que j'ai eues pour préparer cette conférence, c'est cet entretien, eh bien pour moi, qui suis imprégné de cette notion des 2 lumières, qu'on appelle parfois la lumière de la grâce et la lumière de la nature. La luminescence, pour moi, c'est lorsque la lumière de la grâce, cette lumière divine, cette lumière qui vient d'un monde qui n'est pas le monde visible, euh, rencontre la lumière de la nature, ou en fait, lorsqu'elle se manifeste, puisqu'elle n'est pas forcément manifestée. Un petit peu comme dans le monde actuel de la physique quantique, on a un champ d'onde non localisé, et à un moment donné, une particule qui apparaît. Eh bien, pour moi, la luminescence, c'est l'émergence, l'apparition de la lumière de la grâce dans le monde de la lumière de la nature. Et cette rencontre, eh bien, cette rencontre, cette interférence, ben, je la vois avec un œil hermétiste. C'est-à-dire ce qui est en haut, on pourrait dire ce qui est en haut, ce qui est le plus éthéré, cette lumière divine pour certains, eh bien, arrive et se manifeste, comme la particule qui apparaît. Et c'est à ce moment-là, où cette lumière devient manifestation, devient création. Et d'un point de vue de, d'un hermétiste, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et donc, l'idée de cette luminescence, c'est l'allumage, l'allumage d'une étincelle, d'un germe de cette lumière qui est présente dans le monde et qui est présente dans l'homme. Et c'est cette c'est ce que j'entends par la luminescence, c'est-à-dire la manifestation de la lumière des mystères, de la lumière inconnue, de la lumière divine, dans le cœur de l'homme, au sens du cœur ontologique, la racine de l'être. Voilà. Merci. Philippe? Quand on regarde l'univers, c'est une machine à produire de la lumière, que ce soit une étoile, une galaxie, un amas de galaxies. La lumière est partout. Le vide est fait de lumière. Une lumière qui se transmute en matière dédoublée. Donc on a des particules et des antiparticules. C'est comme s'il y avait un Philippe et un anti-Philippe. Et les particules et les antiparticules fusionnent pour donner de la lumière. Donc il y a le tempo qui est donné, la transmutation alchimique entre cette lumière qui redonne de la matière dédoublée et la matière dédoublée fusionne pour redonner la lumière. Alors évidemment, si on regarde les traditions, Dao, ça veut dire la lumière qui vient de l'extérieur et qui rentre à l'intérieur de nous. Il y a une lumière extérieure, il y a une lumière intérieure. Et Pascal parlait de nuit-feu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a une illumination ou une ouverture, il y a cette lumière. Alors, il ne faut pas opposer lumière et matière, puisque l'atome, c'est un réservoir de lumière. Il y a la lumière qui vient des entrailles de la matière, il y a la lumière qui vient de l'extérieur. Et les théologiens distinguaient la lumière phénoménale qui est produite par le soleil et la lumière nouménale qui vient des entrailles de la terre. Ces deux lumières ont des qualités complémentaires, évidemment. C'est pas la même luminosité, la même luminescence. Évidemment, pour un physicien, la luminescence est la capacité qu'a la matière à produire de la lumière. On peut produire de la lumière en chauffant une barre de fer. On peut produire la lumière en bombardant un groupe d'atomes avec un rayonnement laser. Et la lumière crée à partir de la matière à nouveau de la lumière. Et un atome, en permanence, il produit cette lumière spontanément. Donc la lumière, Paul Cézanne a dit que la couleur, c'est la rencontre entre le cerveau et le cosmos. C'est-à-dire, il y a une espèce d'accord de phase qui se fait. C'est une très jolie définition et qui montre bien que la lumière, finalement, est le trait d'union entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Attention, la logique du haut n'est pas la logique du bas. Un système solaire, c'est un atome géant, ou un atome, c'est un mini-système solaire. Mais la logique classique et la logique quantique ne sont pas en dualité, mais sont complémentaires. Et alors attendez, hop là. Pardon, on a quelqu'un d'autre. Voilà, excusez-moi. OK, très bien. Alors justement, en vous écoutant, puisque nous sommes dans cette thématique de la transition,
on a vraiment conscience en vous écoutant et je vous laisse, intervenir, c'est vraiment le fait qu'il y a un état et un état et moi ce qui m'intéresse, c'est le «et» qui est Mmh. cette transition. Est-ce que, ce qui serait intéressant, c'est alors c'est justement de développer dans ce «et», parce qu'on constate qu'il y a un état, mais justement, moi par rapport à ce que j'ai vécu dans cette transition, il a fallu que je sois dans un état, dans ce processus, il a fallu que je sois dans un état complètement, d'absence de tout, de connaissance, d'absence de tout, de savoir, de langage et de couleur et je voulais savoir si pour vous, vous pouviez développer un petit peu cet état de transition entre les 2 justement, les 2 états, le fameux «et». Oui. Bah, déjà, la physique quantique, c'est une logique du «et». Le «et», c'est l'inclusion. En physique classique, un atome, n'est pas une onde, puisque pour décrire, comment la matière se comporte, il y a la mécanique et pour décrire comment la lumière se comporte, il y a l'optique. Et les équations de l'optique ne permettent pas de décrire la matière, donc ce sont 2 entités différentes. Avec la physique quantique, un atome, il est onde et corpuscule. C'est-à-dire, il associe les 2 qualités qui sont opposées. C'est comme un oxymoron. Quoi de plus opposé à la matière que l'immatériel? Quoi de plus opposé à un objet qui est forcément de taille limitée que la lumière qui est infinie? Et la matière, on peut l'envisager au repos, il est difficile d'envisager la lumière, au repos. Elle est toujours en mouvement. Alors, ce qu'on constate, c'est que quand on fait une transition de phase en physique, par exemple, on va chauffer, un glaçon pour le transformer en liquide, et il y a une production de lumière. Mmh. C'est-à-dire que les transitions de phase, sont toujours associées à l'émission de lumière, donc ça correspond à un passage d'un état à un autre. Alors, il me semble que, si on regarde différents domaines, le «et» intervient. Par exemple, en médecine, on est en train d'établir un tournant. On s'aperçoit que le corps, certes, c'est de la matière, mais c'est aussi simultanément de la lumière, des ondes. Et donc, si un corps a une dimension vibratoire, le fait de soigner un corps par la vibration n'est pas aberrant. Donc, ça ouvre un champ à des approches, on va dire, de soins qui jusqu'à présent ont toujours été un peu considérées comme suspectes, comme la chromothérapie. Maintenant, on parle de biophotoluminescence, etc. Ça, c'est une chose. Ensuite, je pense qu'on est en train de vivre le post-matérialisme. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a la matière et il y a l'immatériel. Donc le «et» est encore présent. Euh, L'Occident n'a pas encore atteint ce que les sociétés traditionnelles considèrent comme évident, c'est-à-dire il y a un monde visible et un monde invisible. On est encore au monde visible. On s'aperçoit que cette double logique fait que la démocratie contient le totalitarisme et le totalitarisme contient la démocratie. C'est ce que Edgar Morin appelle une dialogique, c'est-à-dire que vous avez 2 logiques qui coexistent et si on n'y prend pas garde, n'importe quel régime dit ou pseudo, démocratique peut vous déboucher sur la pire des dictatures. D'une certaine façon, ce qu'on est en train de vivre. Je crois qu'on est en train de vivre aussi simultanément une transition sociétale où on s'aperçoit qu'il y a une inversion des élites. C'est-à-dire que les sachants ne sont plus les universitaires. C'est ce qu'avait prévu René Guénon. Il considérait qu'à la fin des temps, ou à la fin du cycle, c'est la base, c'est-à-dire le peuple, qui a le plus de bon sens que l'élite, puisque dans la structure pyramidale, son point faible, c'est que si l'élite est touchée, bah, ça rebondit sur l'ensemble des étages. Donc le «et», il est partout, et je trouve que la logique du «et», ça s'oppose à tout ce que l'Occident a développé, puisque c'est la logique du «ou» qui l'a emporté, avec la logique aristotélicienne, euh, et pas la logique du «et», qui était plus la logique de l'Orient et d'une certaine façon de Platon. Donc on dit que l'Occident a été imprégné par Aristote, qui fut l'élève de Platon, et l'Orient a plus été influencé par Platon. Donc voilà ce que ça m'inspire, le «et», qui est la coexistence de 2 entités qui ne sont pas opposées, ne sont pas en dualité, mais deviennent complémentaires. Et c'était la devise de Niels Bohr, un des pères fondateurs de la physique quantique, qui disait: les opposés ne sont pas
en dualité, mais deviennent complémentaires. Les opposés ne sont pas contradictoires, mais deviennent complémentaires. Donc, quoi de plus opposé à la matière que l'immatériel? Et pourtant, ces deux entités qualitativement fortement opposées, même radicalement opposées, deviennent complémentaires. OK, super, merci. Marie, Jean-Claude, vous voulez intervenir sur le «et», sur cette transition? Oui, pour rebondir, sur ce que tu viens de dire Philippe, cette voie du Tao qui est celle que j'ai choisie, la voie du milieu, où on va rassembler les opposés justement. Mmh. Et elle nous la façon dont on l'expérimente pour transiter entre ces 2 mondes, c'est en se servant d'abord déjà dans notre corps du système sympathique et du système parasympathique. C'est-à-dire qu'on va commencer par maîtriser, non pas contrôler, mais maîtriser. Donc, donc on fait appel à 2 intelligences différentes. On va aller on utilise notre cerveau et on utilise notre cœur. Voilà, ces 2 espaces-là, on les rassemble pour qu'ils collaborent, en fait. Ça, c'est déjà la première étape pour pouvoir arriver entre 2 mondes, entre ces 2 mondes. Parce que les espaces dans lesquels on va se plonger pour contacter la luminescence et la capturer, parce que c'est tout le propos de tous les qigong, que ce soit les qigong internes ou les qigong externes, qui nous viennent donc de cette tradition orientale. On va capturer l'énergie, la lumière, on va la capturer, on va la faire rentrer dans notre système pour qu'elle nous soutienne, qu'elle nous nourrisse et qu'elle nous informe. Donc, c'est un apprentissage à utiliser tous ces niveaux de fréquences qui sont en nous, notamment l'émotionnel, hein, entre la colère et la gentillesse. Il y a 2 mondes. Au centre, il y a la colère alchimisée en gentillesse, c'est l'énergie du foie. C'est très organique et en même temps c'est très subtil. Et c'est ce que le Tao nous montre en fait, de cet organique au subtil. Il y a notre corps comme transition qui va permettre d'atteindre un état et un autre, lier les 2 mondes, lier les éléments qui sont sur cette terre, les éléments qui sont dans notre système, les éléments qui sont dans le cosmos. Euh, Ce sont des états d'être et qu'on connecte avec conscience. Donc je pense que cet entre-deux-mondes, là, ce «et», pour moi, le «et», il est ce centre, cet état du milieu, il est accessible à chaque instant et il répond à, à chaque instant aussi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a besoin d'aller connecter la colère pour répondre très concrètement à ce qui se passe dans notre monde ici, par exemple, hein, ou la fuite. Ça peut être très utile comme état d'être. Et puis, il y a un état d'être méditatif qui va nous permettre d'aller connecter d'autres informations qui vont yiniser notre corps, tranquilliser notre corps, lui permettre de se nourrir d'une autre chimie aussi. Donc, il n'y a pas un monde meilleur que l'autre. Les 2 se nourrissent effectivement. Les 2 répondent à notre expérience du quotidien. Et je dirais que le jeu là-dedans, c'est d'avoir la meilleure réponse possible, à chaque instant, en faisant appel et au cœur et au cerveau. Oui, très bien, super, merci Marie. Jean-Claude? Ce et, il y a deux images qui m'apparaissent. L'une qui est relativement simple, qui est celle qui apparaît à toute personne qui est intéressée par l'hermétisme ou l'alchimie. On voit souvent dans des opposés, eh bien, par exemple, le feu et l'eau, ou le soleil et la lune, ou le soufre et le mercure, quoi qu'ils ne soient pas vraiment opposés. Mais pour prendre le soleil et la lune, ou le feu et l'eau, donc deux opposés qui semblent opposés au premier regard, eh bien, la première rencontre, hein, puisque c'est un et, dans cette première rencontre, il y a opposition. L'un va essayer d'exclure l'autre, comme l'eau éteint le feu, ou le feu, s'il est trop puissant, fait évaporer l'eau. Donc il y a opposition, l'un essaye d'exclure l'autre. Si on force leur présence, et la réalité, c'est leur présence, leur coprésence, eh bien, on passe par une première phase où cette opposition, elle devient combat. Et dans les figures hermétiques, on voit souvent ce combat. Donc il y a combat entre le soleil et la lune, entre le lion rouge, le lion vert, entre ce qu'on veut, entre ces deux opposés. Ce combat finit par s'apaiser. Et en fait, ce qui était exclusif et qui se combattait devient complémentaire.
et devient complémentaire. Et en alchimie, il y a une troisième phase. Alors souvent, c'est représenté, donc la complémentarité, c'est un petit peu le mariage du roi et de la reine, le mariage du feu, de la lune et du soleil. Mais lorsqu'ils deviennent complémentaires, ça n'est pas fini au sens de l'œuvre hermétique. Souvent, la troisième phase est représentée comme l'enfant ou l'hermaphrodite. Et ça n'est pas forcément, comme on pourrait l'entendre au premier regard, soleil et lune, roi et reine donnent un enfant, c'est que les deux ensemble vont produire un troisième, mais eux ne sont plus. C'est-à-dire, il y a une manifestation de quelque chose de nouveau, de leur rencontre. Et l'une et l'autre disparaissent alors que l'une et l'autre étaient nécessaires pour faire naître cet enfant. Donc, c'est un aspect du et avec ce regard hermétique. Et d'un point de vue plus mystique, le et, c'est la rencontre de ce qu'on appelait tout à l'heure, de ce que j'appelais tout à l'heure la lumière de la grâce, et qui est en fait transcendante, et la lumière de la nature, chère aux alchimistes, qui est immanente. Et bien, lorsqu'elles se rencontrent, principalement lorsqu'elles se rencontrent en l'être humain, dans sa conscience, dans son être, dans son ressenti, eh bien, naît une lumière intérieure. Et cette lumière intérieure, elle change le regard. C'est un petit peu, j'aime bien cette image du conte du serpent vert de Goethe. À un moment donné, l'ermite se promène et il rencontre, non pas l'ermite, le pèlerin se promène, il rencontre l'ermite. Et cet ermite a une lanterne. Et il est dit dans le conte, en fait, que cette lanterne ne s'allume que, donc sa lumière ne s'allume que si elle est en présence d'une lumière de la même nature. Donc la luminescence dont on parlait tout à l'heure et que je présentais selon mon point de vue, c'est lorsque cette lumière de la grâce rencontre quelque chose qui est de la grâce en l'être humain. Et lorsqu'elle diffuse dans l'être humain, elle rencontre l'ancienne lumière. Et cette lumière, pour moi, j'aime bien la décrire comme étant, sa première manifestation étant lumière de l'âme, et la lumière de l'âme est intelligence. Une intelligence nouvelle qui est proche de l'intuition, qui est proche du ressenti, qui va, qui va changer le regard sur le monde. Le regard sur le monde changeant, le regard sur soi-même change, et apparaît une connaissance, qui n'est plus une connaissance mentale, qui n'est plus une connaissance du passé, c'est une connaissance du ressenti, une connaissance d'une perception nouvelle. Et on pourra peut-être développer plus tard dans l'exposé, cette connaissance, changeant le regard, change évidemment le regard sur soi-même. Et le et, il se passe en soi. Soudain, c'est comme s'il y avait deux consciences, deux regards, deux êtres qui s'expriment dans un corps. Et il se passera une transformation qu'on pourrait appeler alchimique, mais sinon je déborde de la question. Non, non, c'est très intéressant et du coup, c'est vrai que alors, comme on vit dans un monde incarné, là, nous sommes tous des corps, hein, et puis après, ces rencontres, eh bien, il va falloir qu'on vive dans notre quotidien et justement et je pense que, comment peut-on, à votre avis, est-ce que cette transition, elle est programmée à l'intérieur de nous? Est-ce que, ou elle vient de l'extérieur? Ce matin, par exemple, dans la rencontre FONCE, on parlait souvent, et là vous le redites aussi, de l'extérieur, de l'intérieur, mais est-ce que ça ne serait pas programmé en nous et d'où intervient notre propre implication par rapport à cette transition pour la mettre en éveil? Et je pense que c'est programmé, c'est ce qu'on voit dans la vallée des larmes. On va prendre un exemple, imaginez un cadre, ça fait 25 ans qu'il travaille dans une entreprise, il donne satisfaction et son collègue qui a été recruté bien après lui dit: «Tu sais, il y a des licenciements, tu es dedans». La première réaction, c'est le déni: «Mais non, qu'est-ce qu'il raconte? Je suis bien meilleur que lui, je l'ai formé». Puis malheureusement, 15 jours après, il reçoit bel et bien sa lettre de licenciement. Donc il va passer par, la colère. Donc c'est le système orthosympathique qu'on évoquait tout à l'heure, d'ailleurs qui met le corps en vasoconstriction, donc il y a une variation de chaleur et quand la colère va durer un certain temps et après il va sombrer dans la peur. La peur, j'ai 55 ans, j'ai encore des enfants qui font des études. Est-ce que je vais retrouver un boulot? Et il descend encore plus bas, c'est la tristesse, la dépression. Donc il est passé du déni à la dépression, il y a une baisse d'énergie et après il va remonter.
il va accepter, pardonner, il va se dire finalement j'aurais jamais donné ma démission si j'avais pas été licencié. Il faut bien que je m'avoue que je m'ennuyais dans mon boulot. Donc il va être en quête de sens, expérimenter autre chose, et finalement il va retrouver la sérénité et la plénitude, parce que effectivement, son cerveau était fait pour vivre ça. Alors effectivement, on vit ça plus ou moins longtemps. Des fois, on peut passer de la peur à la colère, revenir de la colère à la peur, ça va osciller, ou de la tristesse à la peur ou la colère. Mais à un moment donné, quand on laisse le système se faire, on est fait pour rebondir. Et donc, dans la logique des antagonistes, ce qui est assez intéressant, parce que j'entendais en parler d'eux-mêmes, Stéphane Lupasco, qui est un philosophe, a développé la logique antagoniste. Et il dit qu'il y a deux types de logique antagoniste. Il y a la logique qui est sous-tend la physique classique, où quand vous avez une source chaude et une source froide, au bout d'un certain temps, les deux sources évoluent pour atteindre une même température, une équité thermique. Et il y a un passage hétérogène, source chaude, source froide, à l'homogénéisation, l'uniformisation. La physique quantique maintient les différences, elle maintient l'hétérogène, et le vivant intègre l'homogénéisation, l'hétérogénéisation. Et donc, on n'a pas la même réaction en fonction de l'échelle où on se place. Et la réaction n'est pas le même suivant la logique classique et la logique quantique. Donc, je pense qu'on est programmé pour ça. Ce qui est intéressant dans la crise que nous vivons, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà dépassé la tristesse et la colère qui sont de l'autre côté. Et il y a des gens qui restent dans cette partie descendante. Certains sont coincés, d'autres vont se décoincer. En tous les cas, c'est ça. Et donc, ce que disait Épictète, lorsque la chenille ressent les soubresauts de sa transformation, elle ne sait pas qu'elle va devenir un splendide papillon. La métamorphose suppose justement des frictions, et donc les frictions font émerger des nouvelles propriétés, ce qu'on appelle des propriétés émergentes, et tout l'univers est fait de ces propriétés émergentes qui relèvent de ces interactions. Lorsque l'univers, avec le mythique Big Bang, crée les quarks, qui vont interagir pour donner les protons, les électrons et les électrons vont interagir pour donner le noyau de l'atome. Le noyau de l'atome va capter les électrons, l'électron, ça va donner le premier atome d'hydrogène. Et après, la gravitation va encore amener les atomes d'hydrogène à donner des nuages interstellaires qui vont donner une étoile, qui vont permettre la naissance des étoiles. Et c'est toujours le même processus. C'est-à-dire que des entités A et B vont interagir entre eux pour faire émerger de nouvelles propriétés. Et donc, crisis, ça vient du sanskrit, ça veut dire nettoyer, purifier. C'est aussi, ça fait allusion au changement nécessaire. C'est quelque chose qui se brise aussi. C'est une séparation. Et c'est un peu ce qu'on vit à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on doit vivre ces processus. Le cerveau est fait pour ça veut dire qu'on est fait pour vivre des changements, tout simplement. On a la capacité de s'adapter, on a les ressources pour le faire. Il faut simplement, à un moment donné, ne pas bloquer le processus. Ok. Oui, Marie? et d'ailleurs, dans ce sens-là, tant de la programmation que de bloquer le processus, moi j'ai trouvé intéressant sur ce chemin d'apprentissage que j'ai suivi de préparer le corps pour que quand ça se produit, il sache quoi faire. Déjà, première chose. Et j'ai très concrètement expérimenté. Alors, pour s'autoriser, enfin pour se donner la chance d'aller vers ces processus de luminescence, pour ma part, j'ai fait le choix, par exemple, d'aller faire une retraite dans le noir pendant 3 semaines, guidée par le maître Mantak Chia. Voilà, ce sont des espaces qu'on peut s'autoriser, qu'on peut se donner, qu'on peut s'offrir pour être en contact avec ce que les anciens initiés faisaient dans les grottes, par exemple. C'est-à-dire qu'on va aller plonger le corps dans un état qui est tout sauf naturel, enfin en tout cas de ce qu'il a vécu. Il est dans le noir tout le temps. Alors, quand on se trouve dans cette situation-là, il y a plusieurs possibilités. Je dirais qu'il faut un petit moment pour que le corps s'habitue, et puis ensuite il commence à avoir des visions. Mais c'est pas vraiment ça qu'on recherche en fait. Ce qu'on cherche, c'est à ce qu'il sache quoi faire
de cette luminescence qui vient vers lui. Déjà, cet état de noir, d'obscurité, va nous demander d'aller regarder dans le noir et d'écouter dans le silence. On est dans un espace silencieux, notre système corps qui, normalement, quand il est dans le noir, va dormir, là, il va falloir qu'il transforme quelque chose en lui et qu'il active quelque chose. Et je dirais que c'est ça qui est préprogrammé. Ça, c'est déjà programmé dans le corps. Il a cette capacité-là de s'adapter au noir complet. Et c'est plus avec les yeux qu'on va voir, c'est avec le troisième œil, c'est cette glande pinéale qu'on va aller éduquer en rassemblant le soleil et la lune, comme on dit dans le Tao, justement. Tous ces opposés-là sont traités très poétiquement. On rassemble le soleil et la lune, on louche vers le troisième œil pour aller signifier à notre système que c'est là maintenant qu'on va regarder. C'est à partir de cet espace-là qu'on va regarder. On active des respirations inversées qui ne sont pas la respiration qu'on utilise habituellement, c'est la respiration de cet entre-deux-mondes. Donc ça, le corps, il l'a en lui, ces possibilités, ces processus. Et ensuite, il s'agit de guider. Guider déjà l'organique. L'organique qui est extrêmement calme, parce que quand on est dans le noir, on ne peut pas courir. On est dans un état très nouveau aussi à cet endroit-là. Et je me souviens d'ailleurs que quand je suis sortie de la chambre noire après ces 3 semaines, j'ai voulu sauter en l'air de joie. Et en fait, j'ai juste eu envie de vomir parce que c'était trop brutal pour mon corps de changer de condition et d'état. Donc, progressivement rentrer dans un autre état, ça demande de la préparation, un certain focus et surtout de la direction. Là, j'ai de la chance d'être initiée par ce maître qui est un des seuls à suivre ses étudiants quand ils sont dans ces états dans le noir, par exemple. Et quand la lumière se présente, quand on va la chercher, avec la respiration inversée, on la fait rentrer par les pompes de captation, on va la diriger dans le corps, mais on va la diriger comme un chimiste, comme un scientifique, comme quelqu'un qui expérimente dans un laboratoire. Et on va lui demander d'aller à cet endroit-là du corps, se mélanger avec les autres chaleurs, avec les autres températures, avec les autres lumières qu'il y a à l'intérieur du corps. On va la localiser dans le Tantien, au centre, qu'on peut appeler le hara, derrière le nombril. On va lui demander de circuler en faisant de légères oscillations. On touille dans un chaudron, on active quelque chose en fait. Et je pense que toutes les pratiques de l'alchimie qui ont été développées sous nos latitudes étaient en fait aussi ce reflet de ces pratiques intérieures qui sont les mêmes. On a besoin de dynamiser, on a besoin de raffiner les énergies, on a besoin de raffiner nos émotions pour atteindre un niveau vibratoire. On a besoin de donner une direction, d'avoir un focus. Donc, pour atteindre ces états-là, ça nous demande un peu de travail et de préparation, je pense, et aussi également peut-être de sortir un petit peu de l'anxiété et du stress du quotidien, de ménager des espaces où on va pouvoir se consacrer à ça, où on va pouvoir poser de la conscience et surtout ce focus, l'intention est très importante, je crois. Aller avec, euh, euh, avec conscience dans cet espace pour pouvoir y retourner aussi avec conscience. Et toujours, comme je disais tout à l'heure, aller d'un monde à l'autre, c'est très intéressant parce que plus on va d'un monde à l'autre, plus on va réussir à les rassembler et à s'y connecter rapidement, autant à l'un qu'à l'autre, et donc répondre dans l'instant à ce qui nous est demandé, quoi, à ce qui est le plus utile pour nous et notre corps. Merci Marie. Jean-Claude? Alors, pour répondre à ta question, est-ce que nous sommes programmés? Est-ce que le corps est programmé pour l'accueil de cette luminescence ou le partage de cette luminescence? Eh bien, je n'en sais rien, mais je pense la chose suivante. C'est que le corps, avec ses différents aspects, intellectuels, émotionnels, mental, est en partie programmé, mais qu'une partie résulte, mais qu'une autre n'est pas programmée. Je m'explique. Euh, on pourrait considérer qu'on est programmé, et j'entends le message de Marie, c'est-à-dire le corps n'est pas forcément prêt à accueillir, mais le corps est programmé jusqu'à un certain point, qui est d'accueillir, de manifester la lumière de la nature. Donc bien sûr, on peut avoir une vie dissolue, un non-respect du corps, et il ne se passe pas grand-chose.
Mais en préparant le corps, en préparant sa conscience, son comportement, son éthique, eh bien, le corps est programmé pour accueillir une première fois, ou de façon initiatrice, au sens un nouveau début, cette lumière que j'appelle la lumière de la grâce, qui est la lumière qui donne la vie. La vie telle qu'elle se construit, et on en garde un héritage dans la mémoire et le mental, mais aussi cette vie à venir. Donc oui, je pense qu'on est programmé jusqu'à un certain point. Mais lorsque cette lumière émerge dans ce qui est de sa même nature dans l'être humain, eh bien, naît quelque chose de nouveau. Et là, nous ne sommes pas forcément programmés pour cette chose nouvelle, mais le système, la création entière et la lumière, que certains diront cette lumière c'est la vie, eh bien, va programmer le corps pour une nouvelle manifestation. C'est-à-dire, non pas que l'ancienne est détruite, l'ancienne a mené jusqu'à un certain point, qui est l'accueil de la lumière, et lorsque cette lumière émerge dans l'intelligence, puis dans l'être, puis dans le comportement, et finalement dans le monde, eh bien, vient quelque chose qui est non programmé. Et j'aimerais prendre 2 minutes pour donner une image par rapport à ce qui est programmé et par rapport à ce que je pense ne l'est pas, mais qui est peut-être programmable si on veut, et de toute façon sera programmé pour les générations suivantes. Philippe, tout à l'heure, parlait de ses études, et j'en ai suivi quelques-unes sur les peuples premiers. Souvent, dans ces peuples, il y a un feu sacré. Et je voudrais prendre l'image suivante, c'est celle du feu qui réchauffe les pierres, hein, où on fait... donc, on peut considérer que ces pierres sont les êtres les plus anciens de la planète et qui donc ont connu l'origine de la planète et ont gardé en mémoire, dans leur vie extrêmement lente de vie minérale, eh bien, ce souvenir des origines. Lorsqu'on les met au feu, et je sais, ça n'est qu'une allusion, c'est un peu comme l'expliquait Philippe, c'est comme si un feu extérieur, enfin il n'expliquait pas comme ça, mais sur terme, réveillait une lumière, une puissante lumière intérieure, cette lumière nouménale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette lumière nouménale de l'intérieur peut être réveillée. Et elle ne dépendra pas du feu extérieur, elle ne sera pas de la nature du feu extérieur, mais elle sera réveillée par ce feu. Donc si vous mettez une pierre dans le feu, eh bien au début, elle est pierre. Petit à petit, le feu extérieur va la chauffer, et lorsqu'on observe ce qui se passe, elle devient noire. C'est-à-dire les parties organiques commencent à brûler, c'est-à-dire le résidu humain de notre être commence à carboniser. Vous continuez à chauffer, enfin c'est dans l'autre sens, elle se met à suer également. C'est une autre partie de l'humain et de l'humus qui commence à sortir de l'être, si on compare petit à petit la pierre à l'être originel, à l'être ancestral. Et elle est programmée pour ça, puisque ça se passe naturellement avec le feu extérieur. Le feu continue à chauffer, la pierre devient chaude. Elle émet une lumière qu'on ne voit pas, qui est une lumière infrarouge, mais qui commence à chauffer, c'est-à-dire elle commence à influencer sur le monde extérieur. Et si vous continuez à attiser le feu, elle va devenir rouge, elle va devenir luminescente, elle va émettre une lumière rouge qui est visible. Et si vous chauffez encore plus, une lumière blanche qui ensuite dépasse ce qu'on peut entendre. Donc, qu'est-ce qui est programmé? Eh bien, avec le travail du monde extérieur, du feu extérieur, de la lumière extérieure, la pierre est programmée à nouveau pour émettre tout ce qu'elle pouvait et, euh, et redonner, tendre vers l'émergence, la manifestation de la lumière nouménale, mais ce qu'elle diffuse autour d'elle, ceci n'est pas programmé. C'est-à-dire, lorsqu'un être autour de ce feu sacré est touché, si la lumière de la grâce en lui est touchée par cet événement qui rappelle en fait, qui met en condition la rencontre avec la lumière nouménale, ce qui va se passer dans cet être n'est pas programmé. Et c'est toute la dignité humaine. Toute la dignité humaine fait qu'il n'est pas programmé jusqu'au bout, sinon la vie n'aurait aucun sens. Elle serait vécue comme une machine qu'il suffit de huiler et de préparer. Toute la dignité humaine, c'est qu'à ce moment-là, prend place et continue la création qui est en cours. Et en ce sens, on peut comprendre qu'il ne faut pas interrompre ce processus. Si on l'interrompt, ce n'est pas très grave, on est dans l'existant, mais il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution. Et voilà, donc on est programmé pour l'accueillir et on est libre d'y participer pour continuer à manifester cette lumière
qui manifestera les mondes et les êtres à venir. Ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, quand on est mis dans des milieux extrêmes, d'ailleurs, l'initiation que vous avez reçue, c'est ce que font les Kogis de la Sierra Nevada Santa Marta. Ça peut aller jusqu'à 27 ans. Donc les gens qui font une initiation pendant 27 ans, il y a le noir, et après une intrication d'ailleurs, c'est un terme quantique avec la lumière du cosmos. Et puis après, eux, ils sont les plus hauts. C'est une montagne qui fait plus de 5000 mètres, 5775 mètres. C'est les chamans qu'on appelle les mamous du haut, des terres froides. Après, il y a celles du milieu et il y a celles du bas qui sont les terres chaudes. En fin de compte, eux, en haut, c'est le futur, le présent et le passé. Le présent en bas et le passé au milieu. Donc, ils ont des fonctions différentes, un peu comme la pierre qui va révéler le passé de la Terre, c'est ceux du milieu. En bas, c'est le présent. Et c'est plus une connaissance, et en haut, c'est le futur. Il y a une question d'oxygénation. Ce que montre très bien Wim Hof, quand on met les gens dans des milieux extrêmes, on appelle ça des milieux extrémophiles, il se passe quelque chose. C'est une bifurcation. Après, il appartient à chacun de vivre la bifurcation qui lui est proposée de façon singulière. On est programmé, c'est ce que montrent les neurosciences, à ne pas être programmé. On a une plasticité cérébrale. Après, c'est là où le travail essentiel des chamans Kogi, c'est le travail sur le caractère. S'il est beaucoup plus long de travailler son caractère que d'apprendre des techniques chamaniques. C'est la différence entre l'éveil et l'initiation. Avant d'être initié en Égypte antique, on amenait les gens à travailler sur eux, le travail sur le caractère pour faire un creuset pur. Le fameux creuset Athanor des alchimistes, il doit être le plus pur possible. Car si vous n'avez pas travaillé sur votre rapport au pouvoir, entre autres, et tout ce que le pouvoir entraîne, eh bien, vous risquez de faire une contre-initiation. C'est-à-dire, on vous donne une connaissance, mais à votre insu, puisque votre creuset n'est pas pur, vous allez la dévier. On appelle ça une contre-initiation. Donc, tout le travail, c'est un travail sur le caractère, mais qui est impulsé par un milieu extrême au départ. Il faut vous faire bifurquer de la société. C'est ce qu'on appelle les rituels de passage de Arnaud van Gennep. On vous met dans un milieu extrême et après, il y a une bifurcation qui s'opère. On doit être encadré, mais la bifurcation est propre à chacun. Mais Et d'une certaine façon, on est à la fois programmé et pas programmé. On est programmé pour aller à la bifurcation, et il y a après la suite, c'est justement, c'est ça l'initiation, c'est ceux qui ont connu ça qui vont vous aider à vivre votre bifurcation qui sera toujours singulière. ouais, pour rebondir un petit peu à ce que vous dites tous les trois, j'ai envie de vous poser la question parce qu'on parle beaucoup de lumière et de luminescence. Et est-ce que justement, est-ce que la lumière n'est pas programmée et la luminescence est cette partie lumineuse qui n'est pas du tout programmée aussi? Et c'est pour ça, est-ce que justement, et merci de parler de cet état de transition comme vous le parlez très positivement pour que chacun puisse accueillir cet enseignement. Donc ça, c'est très important de le partager quand on a nos hauts, nos bas, ou préparer notre corps, en prendre conscience. Merci de le partager bienveillamment et positivement surtout. Mais en vous écoutant et en ce que j'ai pu percevoir, est-ce que justement cette transition ne nous permet pas de nous détacher de cette connaissance de la lumière palpable que nous avons tous pour évoluer vers une lumière que je nommerai moins luminescence et qui justement n'est pas programmée puisque dans mon processus, c'est elle qui est venue me chercher. C'est pas moi qui allais vers elle. Bah, moi, je pense que tout s'expérimente et que effectivement tout ça est dans la pratique. Et c'est très 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 individuel effectivement le dialogue qu'on va ouvrir ensuite avec cette luminescence. Parce que c'est une question de dialogue. Et de la même manière que quand tu parlais des creusets, Philippe, qu'on travaille d'abord avec le creuset de l'abdomen, le premier creuset, pour aller équilibrer ses émotions, préparer, raffiner son monde émotionnel pour qu'il puisse accueillir justement ce qui va l'agir ensuite. Ensuite, le creuset du cœur, le creuset du milieu, celui qui va connecter, et puis le creuset de cristal, le creuset de tout cet espace de captation. C'est pris
en main de ces outils. Elles vont nous permettre ensuite, donc déjà d'une part d'ouvrir un dialogue avec nous-mêmes, d'ouvrir un dialogue à l'intérieur de notre corps, d'ouvrir un dialogue avec nos organes, avec nos fonctions, avec nos humeurs. Et, euh, et ensuite, bah, oui, moi, à chaque fois que je rentre en contact avec la luminescence, euh, euh, je l'appelle et c'est une conversation différente à chaque instant. Et Et tu arrives à la distinguer entre la lumière et cette luminescence, Marie? Quand vous savez, c'est ça, parce qu'on utilise toujours ce mot lumière et on termine toujours par la luminescence. Est-ce que c'est la- vraiment... oui, alors pour moi, la luminescence, c'est c'est cette lumière que j'ai appelée longtemps en pratiquant. Euh, c'est la lumière violette Voilà. que le Tao appelle, la lumière violette qui, qui vibre à un prisme extrêmement lumineux, c'est-à-dire que sont des lumières on n'a pas ce type de lumière-là autour de nous. Euh, on ne la voit pas avec nos yeux, on ne peut pas la voir avec nos yeux. C'est c'est une lumière extrêmement... c'est une luminescence c'est une lumière extrêmement luminescente. Philippe, peut-être que tu vas pouvoir expliquer ce phénomène-là, ou Jean-Claude, mais Une en tout cas, intensité lumineuse beaucoup plus forte, la lumière, et qui est c'est-à-dire que captée par le chakra coronal. ouais. C'est un violet rose blanc extrêmement, extrêmement lumineux. Donc oui, elles sont très différentes. Bah, Je laisse la parole à Philippe, si jamais il doit partir avant. Sinon, on continue. il est 25, j'ai encore 5 minutes. Eh Alors, bien, voilà, allez, Philippe, tu veux, et comme ça, après Jean-Claude? Oui, Ouais. je crois que le travail de la lumière et des formes très intéressantes, c'est-à-dire par exemple la double hélice d'ADN a cette forme parce qu'elle transforme une lumière incohérente qui va dans toutes les directions en un rayonnement laser qu'on appelle cohérent. Et je crois que tout le travail, c'est d'arriver à capter cette lumière qui est autour de nous, mais qu'on n'arrive pas à capter. Et donc, suivant la physique quantique, on parlera de photons. Si on est dans une approche quantique, la lumière porte un quantum d'énergie, ou des quantas d'énergie, et donc ces différentes lumières ont des quantas d'énergie différents. Et c'est les exercices internes, spirituels, les milieux extrêmes. Alors Wim Hof a utilisé l'eau très froide, ça met le corps dans un milieu extrême. Le jeûne, c'est aussi une façon d'avoir une bifurcation du métabolisme. Les Russes ont beaucoup travaillé là-dessus. Il y a beaucoup d'initiations chamaniques. On est seul dans la forêt pendant 1 an. On doit se débrouiller avec très peu de nourriture, notamment chez les Yawanawa, une plante qui s'appelle la mouka, qui est une amertume absolument incroyable. Et le fait de s'imposer des contraintes, c'est pas pour punir. Il n'y a pas un côté cruel. C'est tout simplement pour provoquer une bifurcation. Et donc, c'est nous casser de nos habitudes habituelles, c'est quitter le monde profane pour aller dans un monde sacré ou un monde sacré encore plus affiné. Et c'est ça un peu le but de ces initiations. D'ailleurs, le fait de bander les yeux en Amérique du Sud, c'est une constante. C'est une façon d'être beaucoup plus sensible à la lumière. Et donc, à l'intérieur, il y a tout un processus. C'est pas simplement se mettre dans la lumière, dans le noir. C'est accompagner le noir par un processus de travail qui fait que quand on sort, eh bien, on devient beaucoup plus en mesure de recevoir cette lumière avec ses fréquences, les longueurs d'onde. Elle est toujours là, cette lumière. C'est nous qui ne pouvons pas la capter, c'est tout. C'est une question d'affinité, c'est tout. Voilà. Si Jean-Claude veut ajouter quelque chose. Jean-Claude? enfin, développer simplement sous un autre regard, un autre angle, ce que viennent d'expliquer Philippe et Marie, c'est c'est que je vais reprendre la différence entre la lumière et la luminescence dans mon point de vue, hein, c'est avec cette image de l'ermite de Goethe dans le conte du serpent vert. La lumière, elle permet de voir l'ermite permet de voir le pèlerin, mais la lanterne, si le pèlerin qui arrive ne porte pas la même lumière, une lumière de la même nature que la lanterne ne va pas s'allumer.
Et donc, c'est luminescence, j'appelle luminescence l'apparition de cette seconde lumière. Un peu comme si cette lumière nouménale, pour reprendre le terme de Philippe qui est très approprié, était partout, mais au moment où elle rentre dans le présent, dans sa manifestation, c'est une lumière nouvelle. Et c'est cela que j'appelle la luminescence. On peut le voir, on peut le voir représenté, enfin on peut le voir, je le vois représenté dans les auréoles des saints. Je suis très intéressé par le symbolisme des cathédrales. Dans les auréoles des saints, on voit une lumière autour de leur tête. Dans certains êtres, on voit une lumière partout autour de leur corps. Et si vous voyez certaines représentations de Marie dans les mandorles, eh bien, il y a de la lumière partout. C'est comme si elle sortait d'un autre monde pour rentrer dans ce monde. Et au moment de cette ouverture, de cette rencontre des deux mondes, il y a un éclat de lumière qui sort. C'est ce que j'appelle c'est ce que moi j'entends par luminescence, pour faire la distinction avec la lumière. Et ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est quand c'est vécu. Quand c'est vécu et que cette lumière rentre dans l'intelligence, mais aussi lorsque, comme l'expliquait Philippe et également Marie, avec la préparation du corps, mais aussi avec le caractère, cette lumière rentre dans la conscience, cette conscience change le regard, et on ne voit plus le monde extérieur comme étant un objet extérieur séparé de soi-même. D'une part, en un premier lieu, il apparaît comme un reflet de soi-même, hein, comme le disaient les alchimistes ou les Rose-Croix. L'homme est un microcosme et le monde extérieur est à l'image du monde intérieur, du microcosme. Mais rien que le fait de voir le monde extérieur comme un reflet du monde intérieur, qui peut être expliqué d'ailleurs par la psychologie, on ne capte que ce qui justifie notre raison d'être ou le sens que nous donnons à notre vie. Donc il y a un filtre. Et cette lumière, cette luminescence qui pointe dans l'intelligence, eh bien, ouvre le regard, que certains appellent les yeux du cœur, mais qui lève le voile sur les apparences. Et levant le voile sur les apparences, on peut voir en un premier temps que le monde est reflet de ce qu'on est, mais il est bien plus que ça, puisqu'il y a les autres, et il est le reflet des autres aussi. Et surtout, on sent une liaison. On se sent appartenir à ce monde. Et on sent qu'une partie de nous est extérieure et se développe donc curieusement un regard intérieur qui est différent du regard auquel on s'identifie. Avant, pour reprendre les termes de Simone de Beauvoir, avant, on ne vit pas, on se raconte. Et à un moment donné, ben on se voit se raconter sa vie. Mais celui qui voit se raconter sa vie, c'est la nouvelle intelligence qui naît et qui petit à petit ensuite peut se développer. Et on peut aller ensuite jusque dans les théories de la reconstruction d'un corps lumineux, d'un corps de gloire, de la reconstruction de l'homme nouveau. Mais ça irait trop loin là pour les 5 minutes qui restent ensemble tous les trois. Ben, c'est le but, c'est d'arriver à fusionner entre l'homme mortel et l'homme réel, qui est un homme informationnel. Et donc, il a une lumière autour de lui. C'est une sorte de double existence qu'on trouve dans la Kabbale. Et puis, ça rappelle aussi les Toltecs entre le tonal et le nagual, hein. C'est toute une réflexion. D'ailleurs, la plupart des civilisations ont réfléchi sur la lumière, c'est pas un hasard. L'enseignement toltec tournait autour de la lumière tonale et nagual. Je vais être obligé de vous laisser. Merci pour l'échange. Et Merci, je vous merci, souhaite une merci. bonne suite, donc ce soir à 18h. À 18h, la table ronde. Et pour l'auditoire, même si vous avez des questions à poser là, que vous avez en tête à la fin, vous pourrez les poser pour Philippe et on les partagera ce soir dans la table ronde. Merci beaucoup, Bon, Philippe. au revoir Très Sandrine, gentil. au revoir Jean-Claude et au revoir Marie. Bon dialogue, au revoir. Merci. Alors, du coup, alors, toujours pour aller évoluer, et donc la résonance de vos mots, alors j'aime bien ramener toujours au concret de ce que nous sommes là, ici, présents sur cette terre, dans la matière. Est-ce que pour vous, cette transition, ce serait le moment du passage, ce que nous, on nomme de la vie corporelle, à l'absence de corps, donc la mort? Est-ce que cette transition, est-ce que, elle est là, elle est vécue? Et est-ce que justement ce que nous, on peut nommer la mort, sachant que les druides l'écrivaient, enfin je l'ai reçu par une lignée de druides, pardon, qui écrivait mort m.or.t, mouvement de la lumière terrestre. Et du coup, est-ce que justement cette phase de transition, comme on peut la vivre en dehors de l'absence corporelle dans nos moments creux, voilà, est-ce que c'est pas
Un pas vers cette mort, ce mouvement de la lumière terrestre pour aller vers cette luminescence? Alors la première chose qui m'est venue, quand tu as posé ta question, c'est la mort. Alors j'ai pensé à la petite mort, j'ai pensé à l'orgasme et en fait, je pense que là aussi, il y a des états de conscience, imposés, sur cette sexualité et sur, l'énergie sexuelle qui est dans notre corps, par exemple. Hem L'énergie sexuelle, elle peut servir à faire un enfant, et l'énergie sexuelle, elle peut aussi servir à nourrir le corps. Quand on fait rentrer l'énergie sexuelle à l'intérieur du corps, qu'on ne l'exprime pas à l'extérieur, qu'on ne la fait pas sortir, quand on la fait circuler à l'intérieur de notre corps, alors elle vient le nourrir et elle vient même lui permettre d'atteindre des niveaux vibratoires plus importants. Il y a un lien direct entre notre plancher pelvien et notre glande pinéale. Donc, moi, ça me fait penser surtout à des morts de ce type-là, Mmh, euh, mmh. ce dont tu parles là. Et là encore, de mon expérimentation, de mon expérience, euh, tout le travail qu'on fait tout l'œuvre qu'on fait dans l'alchimie interne, c'est c'est dynamiser l'énergie pour fabriquer, c'est dynamiser notre énergie intérieure pour fabriquer une perle d'énergie qu'on va ensuite faire voyager. Qu'on va faire voyager soit en la projetant par le troisième œil, soit en la projetant par le coronal, ou alors en la projetant par le plancher pelvien. On va pouvoir aller au contact du centre de la Terre, on va pouvoir aller au contact, on va pouvoir voyager autour de la Terre, on va pouvoir aller au contact des planètes, des constellations. C'est à l'issue de cette alchimie interne, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à fabriquer cette perle d'énergie qui va pouvoir voyager et qui va pouvoir voyager entre tous ces mondes-là et qui ensuite nourrit de tout ce qu'on aura traversé, rencontré, on va pouvoir ensuite re-rentrer dans le corps pour nourrir notre corps terrestre. Donc il n'y a pas vraiment de séparation. Alors ce sont des pratiques chamaniques, oui, mais en même temps, c'est de l'ésotérisme. Enfin, je veux dire, ce sont des codes, il y a des mécaniques. Et ces mécaniques, en les agissant, qui sont, j'imagine, les mêmes mécaniques que l'alchimie, où on transforme en fait la matière. euh, Là encore, on est entre deux mondes dans ces pratiques de vibrer la luminescence. On est dans cette volonté d'atteindre l'immortalité. Et en fait, l'immortalité, c'est être entre ces deux espaces. Alors, je nomme même pas les maîtres taoïstes qui ont la capacité de se déplacer dans l'espace et dans le temps. Euh, donc, est-ce que c'est ça l'immortalité? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça le lien entre la vie et la mort? À chacun de voir ce qu'il en pense d'un point de vue philosophique. Mais en tout cas, euh, de ces états dans lesquels nous sommes lorsque nous sommes en profonde méditation et en profond contact avec cette luminescence, en notre corps, qui va appeler la luminescence à l'extérieur de notre corps pour que les deux se rejoignent, et bien de ça naît une part de mon être qui est une microscopique boule lumineuse que j'ai même, pendant le confinement, ne pouvant pas pratiquer les soins cosmiques, donc le Qigong thérapeutique, qui sont les médecines avec les lumières de guérison, j'ai été invitée en écoutant la lumière violette à faire des soins à distance et j'ai vu tout à coup cette perle d'énergie que je travaillais à l'intérieur de mon premier creuset, dans mon ventre. J'ai vu cette perle lumineuse s'échapper par mon troisième œil pour aller au contact de la personne à qui je donnais ce soin à distance. Et j'en ai parlé ensuite à mes professeurs, notamment au maître Mantak-Chia, qui me disaient, oui, ce sont les pratiques traditionnelles taoïstes ancestrales que tu as connectées par le biais de cette luminescence qui t'a montré comment faire. Donc,
Voilà, tout ça mélangé, j'espère que je m'égare pas trop et que c'est pas trop vaste, mais tout ça pour dire que voilà, l'essence même de toutes ces pratiques, c'est en fait de pouvoir, Faire monter expanser ce corps, ouais, et au travers de la lumière. Mmh. Jean-Claude? Alors, ta question de base, si j'ai bien compris, c'était l'aspect mort dans ce processus de manifestation de la lumière. Dans cette transition, voilà, est-ce que la Dans transition, est-ce cette que ça peut être le transition, fait oui. mort? Mmh. Alors, dans cette transition, j'utiliserai plusieurs images. Alors, la toute première, c'est que la mort n'est pas, tout le monde le sait, mais c'est bien de le rappeler, la mort n'est pas l'opposé de la vie. Hein, l'opposé de la mort, c'est la naissance. Mais mort et naissance font partie de la vie. Et si on part du principe, tel que je l'entends, que la lumière, c'est la vie, eh bien, mort et naissance font partie de la vie, avec des cycles. Donc, qu'il y ait mort et naissance fait partie de la vie. Donc, un effet de cette luminescence, c'est la première, la plus importante, c'est la naissance d'un corps nouveau, d'un homme nouveau, d'une intelligence nouvelle, enfin tout ce qui s'ensuit dont j'ai parlé tout à l'heure. Et avec la naissance de quelque chose de nouveau, c'est-à-dire c'est une expansion d'un être nouveau avec des qualités nouvelles, et une manifestation de caractère et de comportement nouveau et de pouvoir nouveau, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, eh bien, elle s'accompagne d'une résorption de l'ancien. Et l'image, pour visualiser, pour donner une image de ça, j'aime bien la théorie de la métamorphose des plantes de Goethe. C'est la deuxième fois que je le cite, j'aime bien. Et je vais prendre un petit moment, 3 minutes, pour expliquer cette métamorphose des plantes, parce qu'on peut la transposer à l'être humain, Mmh. si on veut, de façon analogique. Donc, lorsque vous regardez avec l'œil de Goethe comment la lumière travaille pour faire du vivant dans les plantes, eh bien, la toute première chose, c'est que la plante naît dans l'obscurité, c'est-à-dire dans les mystères, si on fait la transposition. Là où c'est noir, c'est mystérieux. Le côté féminin qu'on oublie trop souvent. En général, on voit Dieu comme l'aspect masculin, créateur, il impulse, patati, patata, mais la vie, elle prend pas lieu sur les sommets des montagnes. Elle prend vie à l'intérieur de la terre, à l'intérieur du Tarus. Les idées naissent dans les profondeurs de la pensée. Donc, la première chose qui apparaît, donc, première naissance, c'est que bon, la graine se casse, elle meurt, et naît une tige et une ou deux feuilles qui feront donc des grandes familles des monocotylédons ou des dicotylédons. Donc, premier effet de la première manifestation de la vie qui est liée à la lumière, la plante croît. Donc, croissance énergétique. Elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle fait des feuilles, elle respire, elle pousse, elle fait des feuilles, elle respire, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Puis à un moment donné, la plante originelle, la Urpflanze de Goethe, mais toutes les autres sont des reflets de la Urpflanze, de la plante originelle. À un moment donné, elle en a assez de croître. Son énergie de croissance s'arrête. Et donc elle arrête, elle arrête. Donc on peut dire qu'il y a une mort d'une certaine façon, mais cette énergie de vie, elle va se transformer pour une manifestation nouvelle. Donc que va-t-il se passer? Eh bien, elle va se résorber et elle va faire des boutons. Prenez la rose par exemple, au lieu de croître, elle fait un bouton. Et dans ce bouton se passe à nouveau un phénomène de vie qui est invisible à l'œil nu. Il se passe quelque chose dedans. Et si on n'est pas botaniste, on ne saura jamais dire si ce qui va sortir de ce bouton est rouge, vert ou bleu, etc. On ne saura pas. C'est créé dans l'obscurité, des mystères. Il se passe quelque chose qui est invisible à la lumière, mais qui est l'effet de ce que je pourrais appeler la luminescence, la rencontre des mystères dans sa future, sa presque manifestation. Puis naît la fleur. Donc c'est une nouvelle expansion, mais ce n'est plus une expansion au sens de la quantité, c'est une expansion au sens de la qualité. Se développent des pétales, des couleurs, des odeurs, etc., etc. Et une fois que cette fleur est bien, bien, bien exprimée, eh bien, à nouveau se passe un phénomène de mort, c'est-à-dire de résorption, c'est-à-dire que les couleurs vont s'estomper, les odeurs vont... Mais par contre, les pistils et les étamines vont grandir. Vont grandir. Et on voit à nouveau une transformation de l'énergie de vie.
elle ne fait plus croître ni s'exprimer sous une autre forme, elle se prépare à reproduire la vie. C'est-à-dire qu'ensuite, elle va donner les étamines, les germes, les pistils, etc., qui vont à leur tour, ensuite, donc ça se développe, et à leur tour, ça va se résorber, et ils auront fait une graine, qui est la graine similaire au départ. Donc, parler de vie parler de croissance et de décroissance, de naissance et de mort, ça fait partie de la vie et des transformations de la lumière, des transformations de la manifestation de la lumière. Et ce qui fait que cette lumière se manifeste et que la vie se manifeste sous des formes de plus en plus évoluées, c'est ce que j'entends par la lumière de la grâce, par la luminescence. Et donc merci à Goethe, ça s'est développé dans sa théorie de la métamorphose des plantes, hein, c'est très simple. Hein. Si on fait cette transposition à l'être humain, eh bien, quand on est petit, on grandit. Ensuite, on arrête de grandir et se développent les émotions, et se développe la perception du monde, se développent les idées. Puis un jour ou l'autre se développe la capacité de penser, d'organiser, de commander, de créer. Mais si on considère que que l'homme n'est pas fini, que sa création n'est pas finie, que sa vie n'est pas finie, qu'elle ne s'arrête pas là, eh bien, cette lumière, cette autre lumière, cette lumière divine, cette lumière de la grâce, qu'est-ce qui va se résorber à ce moment-là pour que croisse quelque chose de nouveau? Eh bien, je pense que la première des choses qui va se résorber, c'est ce que Philippe Bobola expliquait, c'était cette partie du milieu, c'est-à-dire tout le connu va se résorber, parce que le connu ne fait qu'entretenir le connu. Tout le mental va s'arrêter, ce qui ne fait que structurer selon sa mémoire et en plus selon son filtre. Pour peu qu'on n'ait toujours pas compris le sens de la vie, on ne filtre et on ne voit que ce qui correspond à ce qu'on s'imagine être la vie. Mais cette luminescence fait tomber les voiles de l'illusion et crée un lien. Donc, l'ancien être va mourir, ce que les mystiques ou les religieux appellent l'être de la nature, pour que naisse l'être véritable dont parlait Philippe juste avant de partir. Cet être véritable, il a une manifestation physique, mais non plus matérielle. C'est-à-dire le monde physique n'est pas que matériel. Le monde physique, c'est-à-dire qu'il y a des effets, il est matériel, il est énergétique, il a d'autres niveaux. Si on va dans le monde oriental, il y a le niveau astral, le niveau causal, etc. Et cette lumière, cette lumière de la luminescence, elle est également nourriture. C'est la nourriture des dieux, c'est la nourriture de l'homme nouveau. Au début, c'est la nourriture de l'âme, mais cette âme, elle va construire un corps nouveau, qui est un corps de lumière, qui n'est pas la lumière de la nature, qui est un corps qui a une réalité physique et qui a un pouvoir. Ce pouvoir, autrefois, je pense qu'on appelait ça la caritas, au sens grec des apôtres, qu'on a traduit par charité. Mais charité n'est pas juste une éthique et une disposition d'esprit. La caritas des apôtres, c'était un pouvoir qui émanait de leur corps de lumière, issu de la transformation et de la construction de l'homme nouveau. C'est une lumière qui est partagée et qui est capable de guérir par l'imposition des mains, qui est capable de réveiller la lumière luminale dans un autre, qui est capable, peut-être, je ne m'y connais pas, mais comme l'explique Marie, de partir et d'être en connexion. Parce que cette lumière nouménale, tant qu'elle est sous sa forme champ et non pas particule, si on peut le dire, bien que sa particule, eh bien, elle est partout. Elle est partout. Et donc, on se sent, on sent que l'être qu'on devient, enfin, pas que l'être qu'on devient, que l'être qui est en train de se manifester, il est en connexion très étroite avec l'ensemble de l'univers. Et en ce qui concerne notre conscience, d'abord avec soi-même, pour une connaissance de soi, et ensuite avec l'autre. L'autre n'apparaît plus comme un objet social ou qu'un objet moral ou comme un autre qu'il faut aimer et servir. L'autre apparaît comme un porteur de lumière, comme cet ermite avec sa lanterne. Cet autre est un porteur de lumière. Et si la lumière en autre ne s'allume pas, ou si la lumière de soi ne s'allume pas, au moins un des deux n'est pas porteur de lumière. Super. Bah, et
Merci. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que je me dis, si j'essaye de rassembler un petit peu tout ce qui est dit dans cette thématique de la transition de la luminescence, je me dis que, d'après vos mots, c'est très important de vivre cette transition parce que nous avons conscience de cette lumière qui vient du coup dans cette transition, alors peu importe comment on le vit, vient nous secouer pour nous faire toucher à cette luminescence qui est source d'information et du coup source de réponse. Et je trouve ça beau, c'est aussi cette reliance avec le tout, avec au-delà, et dans ces sources de nouvelles informations que peut nous porter la luminescence, eh bien, euh, euh, c'est vraiment, ça nous ouvre à de nouveaux prismes de compréhension et de pensée et même d'état. Et voilà. Donc, je voulais savoir si pour vous, c'était aussi fluide que ça par rapport à ma compréhension, par rapport à tout ce que tout ce que vous avez partagé, pour que j'ai envie qu'on accueille, chacun d'entre nous, dans l'auditoire, là, nous tous, qu'on accueille cet état de transition comme quelque chose de bienveillant et d'utile et surtout dans la période dans laquelle nous vivons. Donc, si j'ai pas Marie, je te vois froncer les sourcils, est-ce que je suis claire ou pas claire dans ce que je veux poser? C'est simplement de dire que, est-ce qu'on accepte justement d'être dans ces états de transition, peu importe comment on le vit, et qu'on accepte de tout abandonner pour aller chercher source dans cette luminescence qui nous donne des informations, multiples informations, pour pouvoir aborder notre chemin, peu importe, notre cheminement. Euh, je fronçais le sourcil, oui, parce que j'étais pas sûre d'avoir vraiment compris où tu voulais en venir, mais je crois que j'ai compris. Euh, et je répondrai par ce chemin vers la luminescence, il ne nous coupe pas de ce chemin vers ce monde que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Au contraire, je crois qu'il nous permet de le regarder avec une nouvelle conscience. Mm. Euh, je vois notamment dans les autres voies que j'ai cheminées, à part la voie du milieu, par exemple la voie rouge, la voie des Amérindiens ou la voie des Toltecs, justement, de toutes ces médecines mayas. Honorer la terre avec cette nouvelle conscience, c'est extrêmement beau. Et je pense que c'est ça, en fait, qui nous est demandé aussi. C'est-à-dire qu'au travers de cette expansion de notre être, euh, reconnecter avec les pouvoirs magiques et réouvrir ce dialogue avec chaque chose qui vit sur cette terre, hein, que ce soit une pierre, que ce soit le végétal, l'animal, tous les règnes. Sont à honorer. Et je crois que c'est à partir de cette conscience-là qu'on va grandir ensemble, y compris avec la planète qui nous accueille, qui nous reçoit, et y compris avec cette, ce, cette, cet espace dans lequel notre Terre se déplace. Euh, tout est relié, tout est interconnecté et tout ça évolue en même temps en continuant ce dialogue. Euh, voilà ce que je dirais. Dans la luminescence, dans ma question, je vais approfondir un petit peu. Dans cette luminescence, c'est justement, c'est vrai qu'on a un connu, comme tu le disais, Jean-Claude, on a ce connu-là, mais ça veut dire que simplement, humblement, accepter aussi cet état de transition pour pouvoir justement trouver aussi de nouvelles connaissances, de nouvelles informations dans cette luminescence. Et comme tu dis, Marie, en effet, c'est pas séparation, mais pour pouvoir justement être en expansion. Donc, d'où le fait d'accueillir ces périodes de transition. C'était, voilà. Jean-Claude, si tu veux. Oui, effectivement, je vais peut-être pas insister sur ce point, mais accueillir et vivre dans et avec cette luminescence, c'est s'ouvrir, je reprends les termes de Philippe, c'est s'ouvrir à un champ informationnel. C'est une information, donc des connaissances nouvelles, une fois qu'elles sont vécues, bien sûr, des informations nouvelles, des intuitions nouvelles. C'est, c'est... Mais je reviendrai sur un point de tout à l'heure, puisque tu as dit, est-ce que c'est, enfin tu l'as pas dit, mais est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est une joie? Est-ce que c'est un privilège de vivre dans cette, et avec cette luminescence? Tout à l'heure, tu avais posé la question et je n'avais pas répondu sur cette notion d'immortalité. Est-ce qu'on rentre dans l'immortalité? Eh bien, je pense que, en faisant une analyse du mot, immortel, c'est ce qui est non mortel. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas mort. Ce qui n'est pas mort, c'est ce qui est vivant.
rentrer dans l'immortalité, ça peut aussi vouloir dire être pleinement conscient de l'instant, puisque dans l'instant, là, on est encore vivant, avec un corps. Et rentrer dans l'immortalité, ben c'est quelque part être témoin, être observateur, témoin dans le ressenti, mais aussi témoin dans la vision, chacun sa façon de rencontrer cette luminescence, mais être témoin de cette lumière créatrice et comment elle agit en nous, et comment elle agit autour de nous. Parce qu'on ne peut pas empêcher un être de lumière de rayonner sa lumière. Ça ne peut pas. Donc il y a un effet, et donc effectivement, tout à l'heure, tout au début de l'émission, tu avais dit, je crois que tu avais dit, ou Philippe avait dit, il faut faire attention, cette lumière n'est pas adaptée, l'ancien corps n'est pas adapté à cette lumière. Et si on ne fait pas attention, il y a inflation de l'ego. Et inflation de l'ego, ça va détruire le corps, puisque le corps, il est fait pour un ego normal, de survie. Et la nouvelle lumière, elle est faite pour créer quelque chose de nouveau sur la base de l'ancien, comme la métamorphose des plantes. Donc, est-ce que c'est une joie? Oui, c'est une joie quand on est vivant et quand on sait reconnaître la vie dans le minéral, dans les plantes, dans les planètes, et surtout lorsqu'on sait reconnaître la lumière dans l'autre. C'est-à-dire comment l'autre est en train d'être transformé, comment l'autre vit dans cette lumière et qu'il est complètement présent et qu'on est relié. Et qu'ensemble, à ce moment-là, on est dans l'immortalité au sens, on est dans le vivant, on n'est pas dans le mort, les idées reçues, les automatismes, les machins, enfin tout ce qu'on veut. Donc oui, c'est une joie, c'est des moments de grâce. Mais dès qu'on y pense un peu, ils disparaissent. C'est presque une non-présence à cette présence. Et est-ce que c'est douloureux? Eh bien oui, enfin ça c'est mon expérience, et je pense l'observer de temps en temps autour de moi. Est-ce que c'est douloureux? Oui, mais c'est des douleurs de croissance. C'est des douleurs de croissance physique, émotionnelle, énergétique. Est-ce qu'on a le courage de faire le pas? Est-ce qu'on a le courage d'abandonner ce qui nous a menés jusque-là? Est-ce qu'on a le courage de considérer, comme il est dit dans certains milieux, est-ce qu'on a le courage de considérer que ce qu'on croyait être lumière, que ce qu'on croyait être bon, n'est en fait que pavé de l'enfer? Et donc c'est douloureux. Et je pense, mais Marie pourrait en dire plus que moi là-dessus, assurément, c'est que le corps, il est fait pour survivre. Et quand la lumière apparaît, cette lumière est transformatrice avec cette nouvelle nourriture, notre corps n'est pas prêt à assimiler cette nouvelle nourriture. Et on prépare le corps, et dans mon point de vue et mon expérience et mon vécu, la préparation du corps à accueillir la lumière comme nourriture, et pas simplement comme impulsion qui éveille, c'est le comportement. La vision change, la conscience change, le comportement change, et c'est le comportement qui change. À chaque moment, est-ce que dans la conscience, il y a une lucidité qui naît? Est-ce que j'entretiens l'ancien? Est-ce que je vis selon les modes anciennes qui sont contrôle, peur, etc., nourriture, survivance? Ou est-ce que je vis selon la lumière nouvelle? C'est la liaison avec l'autre, la liaison avec le monde, le courage de l'inconnu. Est-ce que j'ose avancer vers la lumière alors que j'ai l'impression qu'il y a un gouffre qui tombe, qui s'ouvre? Puisque le gouffre, il est vu par l'ancien, alors que la lumière, elle nous appelle. Donc, est-ce que c'est une joie? Oui, bien sûr, pour ce qui est vivant. Est-ce que c'est dur? Oui, pour celui qui, de toute façon, on va mourir. Et c'est très, très beau, Marie, merci. Marie, Ce excuse-moi, juste avant, excusez-moi, vous allez continuer. Vous pouvez ouvrir le chat, l'auditoire, et commencer à poser vos questions. Voilà, Karine va noter toutes les questions et me les amènera après. Voilà, pardon. Vas-y, Marie, excuse-moi. Oui, j'avais plein d'images qui venaient pendant que tu décrivais tous ces process très réjouissants. Et ça me faisait penser à ces pratiques dans le corps, effectivement. Là, c'est la praticienne de massage par percussion qui parle, de massage des organes du ventre, euh, où on va vraiment chercher dans le corps dans l'organique même, ce qui a été pris, ce qui a été emprisonné par nos peurs, par nos tensions dans l'organique, hein, les colères prisonnières dans le foie, les peurs prisonnières dans les reins, cette matière dans notre corps qui garde encore ces anciennes mémoires-là, il y a aussi cet espace-là à venir libérer en massant, en nettoyant, en tapant, vibrant, hein, en faisant vibrer la fibre, comme tu dis, en ayant
plus on va aller vibrer, un être apaisé, dans la compassion, plus notre fibre va se détendre et plus elle va pouvoir libérer l'ancien, ce qui est mort et pour pouvoir laisser la place, pour que la fibre puisse avoir la place de laisser rentrer cette lumière, hein. Donc oui, il y a effectivement, comme tu disais, Jean-Claude, marcher à chaque instant cette nouvelle vibrance, hein, cet amour pour soi et pour l'autre, hein, cette lumière-là, et cet amour pour soi, pour son monde organique, avoir toute cette compassion avec nous-mêmes aussi, quand réémergent les anciens moi, euh, dans la fibre tout simplement, hein, dans les muscles, dans les tendons, dans nos os, dans tout ça. Savoir l'accueillir, savoir l'embrasser, et savoir l'accompagner aussi vers ces nouveaux états. Super. Et alors, du coup, alors attendez, je regarde l'heure. Voilà, OK, on approche des 3 heures. Heu, est-ce que, Marie comme Jean-Claude, est-ce que vous avez envie de transmettre à notre cher auditoire et à ceux qui nous écouteront plus tard, hem, un message particulier par rapport à ce que là, à ce que cette rencontre a émané en vous? Et qu'est-ce que vous pourriez, par rapport à vos échanges, qu'est-ce que vous pourriez partager à l'auditoire? À part que vous êtes Oui, devenus luminescents, hein, c'est clair. Mais voilà, donc et l'auditoire enfin, sûrement aussi moi, derrière leur, j'ai une lampe là, qui va changer la voilà, c'est ça, luminescence. voilà, voilà, voilà. Si vous aviez envie de voilà, dites, Peut-être un partage là, à chaud et à vif. Non, ce que je trouve formidable actuellement, c'est par un langage et un vécu différent, petit à petit, les êtres en recherche, et toute l'humanité, je pense, est en recherche, simplement elle s'arrête à des moments différents, avec une conscience différente, eh bien, sans ce besoin, cette nécessité de vivre et de faire un pas nouveau. C'est comme si, c'est comme si on était arrivé à une limite, limite des pensées, limite du sens, limite des espoirs. Et ce pas nouveau, en général, on le dit dans le langage commun, ben, il faut sortir des idées noires, il faut sortir du sombre, de la nuit. Eh bien, c'est ça. Je prends deux paroles tirées des évangiles qui me parlent bien. À un moment donné, Jésus dit à ses apôtres, vous êtes le sel de la terre. Sel au sens, ce qui donne du goût à la vie. Sel qui est aussi la sagesse. Donc les êtres vivants donnent de la sagesse qui n'est pas une sagesse intellectuelle, donnent du goût à la vie. Et à un autre moment dans les évangiles, il dit, vous êtes la lumière du monde. Non pas parce qu'ils sont meilleurs que d'autres, mais parce que la vie s'exprime à un moment donné chez ces êtres qui ont arrêté de mourir. Ils ont arrêté de mourir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils laissent qui va mourir, bien sûr, continuer à mourir. C'est un peu ralenti par les processus que Marie pourra expliquer, mais surtout, ils sont vivants. Il y a quelque chose de vivant qui apparaît. Il y a un corps physique nouveau qui est construit, mais ce n'est pas un physique matériel. C'est un physique lumineux, c'est un physique informationnel, c'est un physique énergétique. Les anthroposophes diraient un physique éthérique qui est en fait une manifestation de la vie. Et ce que je pourrais dire par rapport à cette rencontre, ben non, c'est une joie de partager. Et on ne voit pas l'auditoire, là, l'écran est tout noir, mais c'est, non, je suis ravi et heureux de partager en espérant que les uns et les autres, que ça puisse apporter quelque chose. Oui. Oui, et pour moi, et ça a vraiment émané dès notre première rencontre de préparation. J'ai trouvé dans cet espace une vraie intelligence aimante, c'est-à-dire personne cherche à avoir raison, alors que souvent dans les échanges, on rebondit sur l'autre pour poser sa place. C'est, j'ai trouvé vraiment ici qu'il y avait une grande intelligence dans les échanges et vraiment merci de ça. Chacun ayant partagé ce qu'il a marché pendant tout ce temps. Et,
Et ouais, je trouve ça très, très beau comme espace d'échange et je voulais vraiment vous remercier de ça. Oui, Ben, je merci. rejoins Marie, ce respect de la personne et ce respect du vécu. J'en profite, il y a une question sur comment reconnaître et comment percevoir et travailler avec, cette lumière de la grâce. Alors Jean-Claude, là, si tu veux, le but du jeu question, c'est que c'est June qui a posé cette question. Là, June va allumer sa vidéo et son micro, pardon, et June va vous poser la question. Va vous poser la question. Allez, ma petite June. Oui, ben, je tiens à vous remercier pour tous ces partages. C'est vrai que sont très très intéressantes et, euh, et ça me fait penser aussi, j'ai traversé quelques passages et pendant longtemps, je n'avais pas de réponse. Ça me permet de d'avancer et comprendre en même temps. C'est pour ça que je suis aussi touchée et j'aimerais bien continuer de travailler. Et par rapport à votre partage, je me rends compte que j'étais pas la seule et voilà, j'ai besoin aussi de vos lumières et vos conseils et comment reconnaître justement la lumière en soi ou le percevoir et comment travailler. C'est vrai que j'ai reçu quelquefois soit par les rêves, par la méditation aussi. Et par la suite, je savais pas comment faire. Et j'avoue que ça remonte il y a quelques années, comme j'étais pas prête. Et j'ai pas su développer. Et ça date. Et j'ai écouté aussi la version de Marie. Et je me rends compte que, bah voilà, c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est aujourd'hui seulement que j'ai découvert et voilà, j'ai besoin de votre conseil, votre aide que j'aimerais bien continuer de développer. Alors, c'est quoi ta Merci. question précise, ma June? Vas-y, ta question précise que tu peux poser à Marie et à Jean-Claude. Ben, la question, c'est comment reconnaître la lumière en soi ou le percevoir, travailler ou euh, comment recevoir la grâce. Merci. Je peux donner un élément de réponse, June, et j'utilise, comme souvent, plutôt une image pour ne pas figer les choses. En fait, une quête de vérité ou cette quête de la lumière de la grâce, elle commence par le mot qui a la même racine que quête, qui est questa, la question. Si quelqu'un d'extérieur répond à cette question, eh bien, votre quête s'arrête. Votre quête s'arrête. Justement, la quête, la recherche de la lumière, la recherche du sens de la vie, elle est guidée et elle guide notre vie parce qu'on a une question. Mais cette question, elle émane des profondeurs de l'être. Et les profondeurs de l'être, c'est cette lumière numénale que ne peut pas capter le cerveau. Mais elle va transformer le cerveau jusqu'à ce qu'on puisse capter les premiers éléments de cette chose. Donc, ne pas avoir peur d'une question sans réponse, mais accueillir cette question sans réponse, la sentir dans son corps, sentir comme elle nous met mal à l'aise, et ensuite vivre avec ce mal à l'aise et avec Marie, déprogrammer la peur qu'a engrammé ce malaise dans notre cœur, dans notre corps. Et ensuite, cette question devient quête. Et et cette lumière de la grâce, on peut, en fait, c'est une rencontre qui se fait avec la lumière de la grâce et une vie avec cette lumière de la grâce, pas quelque chose qu'on possède. C'est comme le conte de Perceval. Là, dernièrement, j'ai fait une émission sur le conte de Perceval. Eh bien, lorsque le Graal passe, qui est cette lumière nouménale, qui est à la fois initiatrice et nourricière, eh bien, Lancelot ne le reconnaît pas. Il voit qu'il y a quelque chose qui se passe, il voit que quelque chose se passe et à la fin tout le monde lui dit, mais alors, et il aurait dû poser une question, mais il n'a pas su. Et sa quête commence. Et ensuite commence sa quête du Graal. Et il va l'oublier. Et il va se dire, mon Dieu, j'ai oublié, etc., etc. Et parce que le naturel reprend son dessus. Quelque chose de nouveau est rentré dans l'être. Et hop, ça redonne à l'ancien être un sens dans sa vie. Mais en fait, il retombera à nouveau à cette même question. Mais quelle était la question à faire? J'ai vu passer le Graal.
Et l'important, c'est de le reconnaître, et ensuite oser l'inconnu. Et oser l'inconnu, mais j'invite Marie à en dire plus, oser l'inconnu, c'est aussi être à l'aise et libéré du sentiment de vide, de peur et d'inexistence ou de culpabilité qu'on pourrait porter et qui nous viennent du monde extérieur. La vie, elle vient de l'intérieur, de cette étincelle divine. Oui, et la vie, elle vient de l'intérieur. Et moi, à la base de ma pratique, il y a 13 ans maintenant, j'ai commencé par les premiers pas, c'est-à-dire travailler. J'ai commencé à œuvrer avec mes bébés. Mes bébés, ce sont mes organes pour le Tao, mais on porte dans notre ventre nos organes qui ont des humeurs, qui ont des émotions. Et comme des petits enfants, des fois, ils peuvent piquer des crises d'angoisse, c'est la rate, des crises de peur, ce sont les reins. Voilà, chaque organe va venir libérer ses humeurs. Et donc, c'est un peu comme un sportif, on va s'entraîner, on va les entraîner, et un peu comme une maman et un papa, les deux à la fois, on va les éduquer. Et on va les éduquer à grandir. Donc dans ce premier creuset de l'alchimie, de l'alchimiste que nous sommes tous, le premier creuset, le creuset de terre, celui qui nous les humains sur terre, dans cet abdomen-là, tous ces organes, on va les éduquer. Et pour ça, on utilise ce qu'on appelle la méditation du sourire intérieur. On va apprendre à notre corps à vibrer la fréquence du cœur, de l'amour, sa plus haute fréquence, de la vibrer vers chacun des organes et d'offrir à notre espace intérieur cet amour. C'est comme ça qu'on commence à faire notre alchimie, notre alchimisation, à alchimiser notre corps de matière en un corps de lumière. Et on va faire vibrer cet amour, cette joie, ce bonheur vers la rate, l'estomac, le pancréas, vers le poumon, le gros intestin, vers les reins, la vessie, toute la sphère sexuelle, vers le foie, la vésicule biliaire, en les visualisant comme si on regardait les photos de nos enfants et en leur souriant, comme quand on a envie de rentrer en dialogue avec quelqu'un. Et on va écouter ce que chacun de nos organes a à nous dire. On va aller les solliciter au niveau de leurs deux fréquences possibles, l'amour, la joie ou l'impatience pour le cœur, la frustration, la colère ou la gentillesse, la douceur pour le foie, etc. Et on va aller les interroger sur qu'est-ce qui les compose là, ici et maintenant. Est-ce que tu es en colère, mon foie, ou est-ce que tu es en douceur? Et si tu es en colère, qu'est-ce qui te met en colère? C'est un travail, une œuvre plutôt, je préfère ce mot, effectivement. Ça prend un peu de temps d'éduquer ces bébés organes. Et au bout d'un moment, ils grandissent avec nous et on apprend à reconnaître qui n'est pas à la fête à chaque instant, qui démarre en premier, qui s'insurge. Et on va dédramatiser, on va prendre cette distance dont on parlait tout à l'heure, on va se regarder nous-mêmes dans nos propres drames, rejouer toujours la même scène. Et on va aller expliquer à notre système qu'il y a une autre alternative. Et c'est là qu'intervient l'intention, le focus, la conscience. C'est nous qui allons projeter nous-mêmes le film que nous avons envie de regarder. Puisque pour notre cerveau, quand on regarde un film gai, on rit, et un film triste, on pleure, et ben on va faire pareil avec notre propre système. On va aller projeter ce qu'on a envie de vivre. Voilà, donc c'est à chaque instant un dialogue avec nous-mêmes et ensuite avec l'extérieur. Super, merci, merci. Alors, Merci beaucoup, Marie, merci. alors, avant Claude, il y a une question de Joël. Joël, si tu veux poser ta question, ma petite Joël. Après, il y aura Claude. Mais c'est devant Tu peux. Non, bah, c'est où? Mais c'est bon, Joël, ça y est. On voit que la moitié de toi, mais tu es là. Voilà, Une question. voilà, Joël. Vas-y, pose ta question. Pose-leur ta question, ma Joël. Elle est où la question, Dominique? Vas-y, parle. Bah, tu l'as écrit. N'importe quoi. Là, t'as basculé. Je voudrais savoir si la source de la
luminescence peut être une âme et non pas un corps qui est que de souffrance. Beaucoup de personnes autour de moi ont des expériences qui me parlent pour être dans la positivité. Alors, Jean-Claude, Marie? Bon, oui. Alors, si vous écoutez les personnes autour de vous, elles ne font que parler d'eux-mêmes. Parfois, Oui, ça peut être utile et parfois, ça peut être plombant. Je pars du principe que lorsqu'on est sur une voie, eh bien, à un moment donné, on passe par un moment de solitude. Et dans ce moment de solitude, une nouvelle voix commence à percer et à parler. Et bien sûr, l'être ancien, la mémoire des cellules, ne souhaite pas la solitude. Donc, on va chercher des êtres qui ont la même question. Mais comme on est dans un moment de solitude, on va rencontrer des êtres solitaires, des êtres qui sont perdus, comme on est perdu à ce moment-là. Mais donc, je dirais que à ce moment-là, l'idée n'est pas de mettre un masque souriant ni de faire le clown. C'est d'accepter qu'on est seul, un peu comme les mystiques, comme comment il s'appelait, Delacroix. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'il parle du processus de résurrection en 3 jours, mais il y a 2 nuits. La nuit de l'âme qui est, qui est stimulée par le monde extérieur et la nuit de l'âme qui est stimulée par le monde intérieur. En fait, il y a 2 nuits dans la montée pas dans la montée du Carmel, mais dans le processus de Saint Jean de la Croix. Et donc, est-ce que la luminescence, c'est une âme et non pas un corps? Je dirais qu'au début, c'est de la lumière, puis c'est de l'information, puis c'est une information structurante, programmatrice, et ensuite, pour peu qu'on ait préparé le corps à l'accueillir, eh bien, elle est créatrice, constructrice de quelque chose de nouveau. Donc, on ne sort pas de la solitude en rentrant en contact avec les autres, ça on l'est déjà, mais on sort de la solitude en construisant un être véritable qui n'est pas celui qui ne sait pas d'où il vient ni où il va, mais qui est celui qui naît de cette lumière. Marie? Oui, et je rajouterais que embrasser toutes ces parts-là, que ce soit les parts de l'ombre et les parts de la lumière, mais c'est souvent surtout ces parts de l'ombre et de la solitude qui peut être ressentie comme quelque chose de lourd. Embrasser ça comme étant une étape sur le chemin, ça peut être aussi extrêmement salvateur, parce qu'on peut avoir une tendance à se sentir exclu du monde quand on plonge dans ses profondeurs. Or, on est en train de renaître au monde et de renaître à soi, accompagné par cette lumière qui, elle aussi, nous regarde avec beaucoup de bienveillance. On est vraiment soutenu, en fait, quand on va dans ces espaces, soutenu par soi, déjà, et puis ensuite soutenu par l'extérieur. C'est tant mieux si ça arrive, hein, si on rencontre des gens qui nous soutiennent, mais ne nous laissons pas parasiter par nous-mêmes ou par l'extérieur. C'est effectivement toujours des miroirs. Laissons-nous porter et acceptons de faire ce chemin dans son intégralité. Il est multiple. Merci beaucoup. Claude, si tu veux poser ta question, après Claude, il y aura Yasmine et Dominique. J'espère qu'on aura le temps. Voilà. Donc, Claude, vas-y. Écoute, moi, je voulais demander à Marie, quand elle a expliqué effectivement la circulation d'énergie dans la petite mort, ça m'a tout de suite évoqué la Kundalini. Donc, je voulais lui demander si pour elle, Kundalini et luminescence, ça va ensemble. C'est-à-dire, j'y vois, moi, une circulation intense d'énergie. Je n'avais jamais pensé que la Kundalini était lumineuse, mais pourquoi pas? Ou luminescente. Oui, pour moi, en tout cas, pour que notre corps puisse recevoir cette luminescence, il a besoin d'avoir de la souplesse, de la flexibilité et il a besoin d'être un corps conducteur pour pouvoir. Et un corps conducteur, c'est-à-dire que l'eau et le feu soient Réunis. réunis et soient connectés.
Dans les postures du Qigong, par exemple, des Qigong de connexion, on va connecter les méridiens des reins qui sont sous nos pieds à l'eau de la terre. Donc notre eau intérieure à l'eau de la terre. Le sacrum, l'os sacré, va être celui qui va activer le mouvement et donc qui va appeler ce qu'on appelle la Kundalini dans d'autres pratique et faire circuler cette énergie le long de la colonne vertébrale pour l'amener en connectique avec le feu du cœur et le feu de la glande pinéale qui est comme le pôle plus de notre pile électrique. Notre corps est comme une pile électrique. Il a un pôle plus et un pôle moins, du yin et du yang, du feu et de l'eau. Et pour qu'il puisse entrer en conversation et entrer en catalyse aussi de toutes ces fréquences, il a besoin d'être branché. Donc oui, la Kundalini, ça va être le médiateur entre ces deux espaces, mais on a aussi besoin que la salive soit là, que l'eau de notre corps soit disponible. Il y a plusieurs paramètres, dont celui-ci, oui, la circulation le long de la colonne. Et Jean-Claude, je m'immisce dans la question de Claude. Est-ce que la Kundalini, ça te parle en tant qu'hermétique? Ça me parle très vaguement, mais je ne connais pas les pratiques Kundalini et de tantrisme. Néanmoins, j'ai souvenir, et c'est quelque chose qui est peu répandu dans la littérature, on parle en général de Kundalini, et on sous-entend la Kundalini qui sommeille dans le sacrum, enfin à la racine de la colonne vertébrale. Mais il existe d'autres Kundalini, notamment la Kundalini qui peut s'éveiller lorsque la pinéale s'ouvre. Donc c'est une autre force, effectivement. Et il existe également, sans doute dans le Tao, la Kundalini du cœur. Donc je pense, mais il faut s'adresser à des spécialistes, que travailler avec la Kundalini du sacrum est quelque chose qui peut être dangereux parce qu'elle est très très puissante. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Travailler avec la Kundalini de la tête et de la pinéale peut aussi être très dangereux et on peut divaguer et partir dans des délires ou devenir fou. Et travailler avec la Kundalini du cœur est très peu connu. Enfin, je ne connais pas les voies, il doit en exister. À mon avis, c'est le taoïsme qui est le plus proche. Ou une voie du cœur, c'est-à-dire un christianisme véritable, où on éveille cette Kundalini du cœur qui correspond au centre de l'être et où on se relie à la lumière des origines. Et là commence à naître un sentiment nouveau et du coup une relation avec les autres nouvelle, une relation avec soi-même nouvelle, une disparition des peurs, des culpabilités, et on n'est pas dans le danger de vouloir tout comprendre, effet néfaste de la Kundalini de la tête, ou de vouloir tout maîtriser, effet néfaste de la Kundalini du sacrum. Je pense que c'est quelque chose qui crée un être aimant. Et ensuite, ayant cet amour, eh bien, on peut accueillir la connaissance qui ne va pas faire une inflation de l'ego. Et bien sûr, on a le charisme, le pouvoir de transformer les choses et de transmettre la vie. Mais je ne suis pas spécialiste sur les Kundalini, je ne veux pas aller plus loin que ça. Merci J'aime bien la beaucoup. Kundalini du cœur, c'est joli. Mm. Oui, souvent, on ne parle que d'une seule. Ouais. C'est celle qui intéresse l'ego. Ouais. Yasmine, si tu veux venir, enfin, j'invite même tout l'auditoire à allumer voilà, vos vidéos et voilà. Yasmine, si tu veux poser ta question. Voilà, le reste de l'auditoire, allumez aussi vos vidéos qu'on voit tous et Oui, qu'on oui. partage. Alors moi, je voulais déjà beaucoup remercier vos témoignages qui sont lumineux, justement, en fait. Et ça me parle bien. Et je demandais à Jean-Claude qu'est-ce qu'il appelle la lumière luminale. Je sais pas, il a Alors, c'est employé un mot que je ne connais pas. mais, c'est un terme que j'ai repris au début de l'émission à Philippe Bogola. La lumière nouménale, en fait, je parlais de la lumière de la grâce et de la lumière de la nature, ou de la Oui. lumière divine transcendante et de la lumière naturelle immanente. Et on a utilisé ce terme de lumière nouménale pour manifester un autre aspect de la lumière de la grâce, mais c'est qu'elle est au cœur même des choses, à l'intérieur des choses. Donc il y a une lumière extérieure qui nous permet de voir le monde, ou du moins le voile extérieur du monde, et une lumière intérieure qui sort des profondeurs.
Et c'était une question, c'est quelque chose qui est en lien aussi étymologiquement avec le nous dans l'hermétisme. Cette lumière nouménale, ça vient de l'intérieur de la matière, de l'intérieur du monde, de l'intérieur de l'être, et qui éclaire l'être et le monde de l'intérieur, comparé à la lumière qui l'éclaire de l'extérieur. Et les deux conduisent à des prises de conscience différentes, à des visions du monde différentes, et donc à des êtres différents, selon sur laquelle on vibre. Mais une lumière intérieure change irrévocablement la vision sur le monde et sur soi-même, et on ne peut plus agir comme si on ne vivait que dans un monde extérieur avec une lumière extérieure. Non pas comme une injonction, mais comme une impossibilité. La lumière intérieure éveille une vision, une lucidité telle qu'on ne peut plus vivre comme avant. Non pas parce que tu es mauvais, mais simplement parce que la vie continue et qu'il faut un véhicule nouveau, et un comportement nouveau. Mais ceux qui ne l'ont pas, c'est pas grave. On n'est pas meilleur, on est juste différent. Et c'est différent de ceux qui parlent de lumière divine, du coup? Non, c'est un aspect, non, c'est une vision de, on pourrait appeler lumière de la grâce, la lumière divine, mais souvent la lumière divine, on la voit de l'extérieur. Alors que Ah ça, oui. c'est la lumière divine, mais venant de l'intérieur. C'est comme si vous prenez la lumière du Père et la lumière du Fils, hein, chez les mystiques rénants. Tant que Jésus n'est pas né dans votre cœur, bah, il peut mourir 1000 fois sur Golgotha, ça ne servira à rien. Mm. Mais ce n'est pas tout à fait différent, c'est dans le monde grec, la lumière nouménale qui éveille la pensée pure, la pensée juste, mais divine, divine, mais au sens du divin qui se manifeste dans la matière, dans le monde et dans la réalité. C'est comme si la lumière ou la luminescence était véhicule et matière de manifestation du divin. Marie, tu veux rebondir? Oui, on dit dans le Tao, on dit vibre l'amour à l'intérieur, vibre l'amour à l'intérieur, fabrique cette lumière-là à l'intérieur, fais-la naître en toi. Accueille cet embryon de lumière, même on va l'entretenir et le faire croître dans son ventre pendant les premiers mois de l'œuvre de l'harmonisation intérieure. Et, euh, et on dit que à force de frapper à la porte du paradis, on va t'ouvrir. Au bout d'un moment, on va t'ouvrir. Donc, à force de travailler avec cette énergie du cœur, à force de faire vibrer ce cœur, à force de faire vibrer cette lumière de l'intérieur vers l'extérieur, à force de demander à recevoir la lumière, alors on sera entendu et le dialogue va pouvoir, la lumière va pouvoir entrer. Voilà ce que ça m'a évoqué. Merci beaucoup. Alors, Dominique, tu as une question. Vas-y, pose-nous ta question. Alors, la question est courte, hein. La lumière et sa luminescence est-elle un des chemins de transition entre deux mondes ou entre deux âmes sœurs et frères avec un être qui se construit et grandit? Je pense que tu avais répondu un peu à ça, Jean-Claude, il me semble. Quand tu as parlé, tu sais, de l'enfant, il me semble. Oui. Alors, une question est complexe, c'est le rapport avec la lumière et la luminescence. Je ne voudrais pas opposer la lumière de la nature à la lumière de la grâce. Je ne voudrais pas opposer ça. Mais on pourrait dire que si la lumière de la nature et la lumière de la grâce sont des nourritures de l'âme, d'un point de vue intellectuel, on pourrait considérer que lorsque cette luminescence apparaît, cette lumière nouménale, cette lumière divine, lorsqu'elle commence à redonner vie, enfin elle donne toujours vie, mais ce n'est pas une vie en croissance, c'est une vie arrêtée. Or, cette lumière, ça fait évoluer la vie, elle participe à la création. Donc au début, c'est comme s'il y avait deux âmes qui vivaient en nous. L'une qui a envie de vivre et de naître, mais qui est encore toute jeune et qui est encore rien, mais qui a toute la puissance, toute la potentialité, et l'autre qui vit, mais qui ne veut pas mourir. Donc, lumière et luminescence, pour moi, c'est plutôt la rencontre, l'enfant, oui, j'y avais peut-être répondu tout à l'heure, l'enfant, c'est pas deux âmes sœurs, c'est au début presque sœur et demie. C'est plutôt mère et fille. Et encore, la mère peut être la méchante mère. Ce qui compte, c'est la fille, celle qui va naître. Mais la mère, c'est quand même la mère, même si ensuite elle est méchante, comme dans les contes.
Donc c'est très délicat pour la conscience. C'est-à-dire c'est que l'être nouveau naît dans l'ancien. C'est comme une feuille. Tout à l'heure, dans l'image de Goethe, à un moment donné, la plante, elle fait plus de feuilles. Bah, la feuille, elle n'est pas contente. Mais la plante elle-même, elle est contente. Elle a fait une fleur. Vous voyez, donc est-ce que ce sont des sœurs? Est-ce que ce sont des hypostases ou des hyperstases de la manifestation? Et donc, c'est l'être qui se construit, mais il y en a un qui se déconstruit. Ouais, ou qui a fini sa croissance, qui se résorbe et laisse l'énergie de vie manifester autre chose à travers son corps. Le corps qui n'est plus que l'apparence physique. Je ne sais pas si je réponds vraiment, Pardon, Philippe, Marie, je ne sais pas si je réponds. pardon, Marie, si tu veux répondre 2 minutes, parce qu'après, ça va couper. Voilà, on arrive à terme. Donc, si tu veux répondre avant qu'on se dise tous au revoir. Ouais, cette réponse est tout à fait claire pour moi et je rajouterais qu'il n'y a pas de séparation et que il y a aussi une certaine impermanence des choses et d'un état à un autre, comme je disais tout à l'heure, je crois que la réponse qu'on va donner à un instant T dans notre vie, le but est de donner le but de cette maîtrise de ces différents aspects de notre être, c'est d'avoir la meilleure réponse au meilleur moment, en fait. Je crois que c'est surtout ça. Euh, Essayer d'atteindre un être lumineux tout le temps, c'est compliqué. Euh, voilà, sachant être humain aussi, il y a un peu Oui. ces deux états-là. Ne pas oublier les deux. Voilà. Oui, Merci ne beaucoup. pas oublier les deux. C'est pas l'un qui devient meilleur et l'autre. On reste humain. On Il y revient a une sur le lumière de et. la On nature revient sur le et du et départ. une lumière. Le et. OK. Mille merci. Merci Marie, merci Jean-Claude, merci Philippe, que nous retrouverons tout à l'heure autour de la table ronde. Merci à vous, auditoire, voilà, d'être là présent à nos côtés. Eh bien, écoutez, que cette rencontre sur la transition vous parle, soit bienveillante et que vous puissiez l'accueillir, pardon, sans vouloir tout comprendre. Mais en tout cas, voilà, elle a été semée aujourd'hui et Karine et moi, nous sommes ravis de vous l'avoir partagé grâce à Marie et à Jean-Claude. Merci beaucoup à vous tous et on se retrouve tout à l'heure pour la table ronde avec Merci à vous. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci encore. Au revoir. Merci tous les deux et merci Karine aussi. Merci Marie, merci Jean-Claude. Merci à vous. Merci à tout le monde et bonne soirée. Merci, vous aussi.